Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, je reçois Tatiana Briand. Salut Tatiana. Salut Fabien. Tu es ancienne négociatrice du RAID, tu es aujourd'hui consultante et formatrice. On va pouvoir parler de tout ton parcours qui a dû être mené d'embûches et de challenges. Mais juste avant, j'aimerais te poser une question que je pose habituellement à tous les invités. Euh, Comment tu expliquerais ton métier de façon ludique, si je puis dire, à un enfant de 5 ans? Si tu devais t'y prendre, comment tu ferais? Alors si je devais m'y prendre pour un enfant de 5 ans, je dirais que je parle aux méchants pour qu'ils soient moins méchants. Voilà, ce serait une façon, d'amener, le sujet. Donc justement, on va parler de ton parcours. Aujourd'hui, je l'ai dit, tu es consultante et formatrice, sur tout ce qui est négociation, de crise, notamment. Sur, ton enfance, comment elle a été bercée? Quelles ont été un peu tes aspirations? Je crois que d'ailleurs tu as des parents qui sont, dans l'engagement eux aussi, dès le début avec un papa pompier et une mère infirmière, c'est ça? Ouais, exactement. Donc ma mère, était infirmière, mon père n'est plus là, mais il était pompier, effectivement. Donc un sens, du service public assez fort dans la famille, ouais. Ce sens d'engagement, tu l'as trouvé, dès le départ dans ton enfance ou, ça a été du mimétisme, vis-à-vis de tes parents? Alors je pense que j'ai, inconsciemment reproduit plein de choses, c'est-à-dire que j'ai, toujours vu, voilà, mes parents, servir à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire que, je pense qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont devenus parce qu'ils étaient, comme ça, et je pense que ça a été un peu la même trajectoire, pour moi. Et puis moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 6, donc forcément, inévitablement, bah, j'ai été beaucoup mise en avant pour, mettre la main, à la pâte dans la famille. Donc j'ai fait ça assez, naturellement, en fait, et alors, c'est sans doute un peu les 2, sans doute une question d'éducation et puis après du mimétisme, ouais. Donc cette notion et cette volonté, d'engagement qui est ancrée, dans la famille, au début, tu es parti dans le droit, si je ne dis pas de bêtises, au niveau des études, c'est ça? Oui, et alors effectivement, je vers 16 ans, j'ai fait, la découverte d'un livre qui s'appelle, Le Pullover rouge, et qui évoquait en fait le parcours de Christian Ranucci, qui a été, accusé de l'enlèvement et du meurtre d'une petite fille, Dolores, et cet homme a été, guillotiné puisqu'à l'époque, la peine de mort existait encore. Et en fait, 2 avocats vont, écrire son histoire, après sa mort, vont tenter de le réhabiliter parce qu'il y a des zones d'ombre tellement importantes que, le doute subsiste encore sur le fait que, heu, enfin sur sa culpabilité, et ça, en fait, ça va vraiment, faire écho, chez moi. Ou alors évidemment, je vais, m'attarder sur le drame qu'a vécu, cette petite Dolores et sa famille, et en même temps, je suis un peu tiraillée par ces zones d'ombre, et je me dis, «Je veux devenir avocate», en fait, avec, un peu l'utopie de vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Mais en tout cas, ça va me porter, jusqu'à la fac de droit où je vais faire 5 ans de droit, pour passer l'avocature, ouais. Alors après, un autre événement va me détourner de cette avocature, mais en tout cas, ça, c'est le début de mon parcours, ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais te demander, à quel moment, tu as eu l'idée de la négociation de crise, et que ça s'est imposé à toi? Alors, complètement par hasard, c'est-à-dire que moi, je me suis pas levée un matin en me disant: «Je vais devenir négociateur au RAID», parce que c'est quand même un métier un peu atypique. Autour de moi, j'avais personne dans la police, donc c'est un milieu qui m'était, totalement étranger. Et en maîtrise, je vais découvrir en fait un article qui évoque la prise d'otage, de la maternelle de Neuilly. Donc là, je découvre un monde policier, mais je découvre surtout un environnement, de l'intervention, et évidemment, je découvre le RAID. Et en fait, cet article va décrypter quelques années plus tard, hein, après Neuilly, toute l'affaire, et en expliquant, ce qu'est la négociation de crise, ce qu'a été Neuilly, à l'époque des faits, ce que serait Neuilly si, voilà, ça devait se reproduire, à l'heure actuelle avec une vraie cellule de négociation, constituée. Et en fait, le décryptage de ce métier, donc de la négociation pour résoudre des conflits, y compris, les plus, dégradés, ça a vraiment du sens, pour moi, et je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial ce métier». Alors moi, j'étais déjà très, orientée, aspect humain, psychologie, et là, je me suis dit: «Beh, c'est un super métier parce que ça me permet de faire de la psychologie sans être psychologue». Ça me permet, de faire, bah, voilà, de la police et d'exercer les métiers du droit sans faire de la répression.
Et ça s'est imposé comme une évidence, en fait. À partir de ce moment-là, je me suis dit: «Je ne passe pas l'avocature, je passe le concours, des officiers de la police, nationale pour espérer pouvoir, rentrer au RAID». Ouais, parce que les places sont chères, j'imagine. Oui, il y a Tu beaucoup de candidats, il y a très, très peu d'élus, il y avait plein de conditions, que j'avais pas du tout imaginées. Il fallait déjà que j'arrive à passer le concours. Ensuite, il fallait 50 services actifs. Ensuite, il fallait passer des tests de sélection. À l'époque, il y avait quasiment pas de femmes, c'était pas la priorité de recruter des femmes non plus. Donc, tout ça, je l'ai découvert en fait au fil de l'eau. Mais, et ce qui est très bien, je suis pas sûre que ça m'aurait empêché d'y aller, hein, évidemment, mais j'ai découvert que c'était pas aussi simple que ça, au fur et à mesure de mon parcours, quoi. On va en parler juste pour les personnes non initiées. Est-ce que tu peux expliquer, l'affaire Neuilly, ce qui s'est passé, ce jour-là? Ouais, Neuilly, on est en 1993 quand, un homme qui se fait appeler HB, va se rendre dans une maternelle, la maternelle de Charcot, qui est située dans la ville de Neuilly. Et en fait, il va prendre en otage une classe, de maternelle, une classe, d'enfants âgés entre 3 et 5 ans, 23 enfants, il va prendre en otage. Et en fait, il va, se présenter avec un dispositif, explosif, c'est-à-dire qu'il va être ceinturé de bâtons, d'explosifs et il va déposer des courriers à l'entrée, de la maternelle et sur les murs et donc il va préciser que ceci est une prise d'otage et donc il va annoncer son dispositif. Donc là, il va y avoir vraiment une très grosse, situation, de crise, à gérer avec un homme qui a 23 otages, qui a des bâtons d'explosifs et donc on va engager, la négociation. À l'époque, hem, la cellule de négociation du RAID n'est pas constituée en tant que telle. On aura néanmoins quand même un négociateur, Michel Nary, qui va ensuite créer, le métier, et donc il va s'imposer comme négociateur. Mais à l'époque, c'est tellement d'abord, médiatisé. Hem, En termes d'émotion, c'est quand même assez, c'est enfin, il y a pas plus, dense, tu vois, que de prendre en otage, Tes des enfants, enfants. Forcément, tu as toute la planète qui te regarde. Donc émotionnellement, c'est quelque chose d'assez fort et puis surtout, on a, sur les lieux, le maire de la ville qui est quand même un personnage assez emblématique puisque c'est Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy qui, à l'époque, il n'est pas que maire de la ville, il est aussi, ministre du budget. Donc il va s'imposer aussi, Nicolas Sarkozy, comme un interlocuteur, assez important, dans l'affaire et en réalité, il va y avoir plusieurs personnes qui vont prendre, un peu, possession de cette affaire et en fait, Neuilly, le siège va durer quasiment 2 jours pendant lesquels, on va, négocier, à la demande de HB. Donc HB rentre en négociation en demandant énormément d'argent et donc les 48 heures quasiment de siège vont être constituées d'échanges entre les différents négociateurs et HB pour lui remettre une partie de cet argent qu'il demande et récupérer des otages, en contrepartie, pour faire, très sommaire. HB, on va comprendre au fil du temps que ce sont des initiales, qui ont une vraie signification et HB, ça veut dire Human Bomb, la bombe humaine et donc ça va, être vraiment pris au sérieux, d'autant plus que quelques jours auparavant, HB aura, commis en fait, une explosion dans un centre commercial, dans les souterrains, dans les parkings d'un centre commercial, où il aura fait exploser, il me semble que c'est une petite, poubelle et donc il aura laissé ses initiales. Donc ça fait pas de dégâts, humains, juste des dégâts matériels, mais ça montre et en tout cas ça donne un signal aux enquêteurs que, l'homme est sérieux, déterminé et que manifestement il sait, se servir Mmh. des explosifs. Rajouter du Heu crédit à sa cause. ouais, exactement et c'est d'ailleurs volontaire, hein, de la part d'HB donc très rapidement l'affaire va être prise au sérieux. Donc HB, dans les grandes lignes, c'est ça. D'accord. Et donc c'est à quel âge que tu as eu cette volonté de switch? Tu as découvert ça à quel âge Moi, dans j'étais ton en parcours? maîtrise OK. quand j'ai découvert, ça, donc j'étais vraiment, étudiante et donc j'avais, je sais plus quel âge j'avais en maîtrise et ça commence à remonter, plus d'une petite vingtaine d'années évidemment et ça va me porter. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, je fais quand même ma 5e année, mais je ne passe pas l'avocature et je décide de passer le concours d'entrée de la police nationale et il va se passer 7 ans entre le moment où je prends cette décision et le moment où je vais véritablement intégrer le RAID, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que quand tu sors de l'école, tu peux pas être intégré au RAID. Tu es policier, mais tu as pas 50 services, donc tu dois C'est ça. faire tes armes, voilà, alors moi, en l'occurrence, j'ai fait, 3 ans et demi de sécurité publique, dans un commissariat
mais je me languissais de pouvoir passer les tests du RAID qui sont arrivés assez vite, hein, 3 ans et demi après mon intégration, les télégrammes sont tombés. J'ai postulé, on m'a indiqué que j'avais pas 50 services, ce qui était vrai. Donc on m'a indiqué que je ne pouvais pas, postuler et puis, j'ai fait une lettre de motivation au chef du RAID pour lui dire: «Je sais que j'ai pas, les 50 services requis, mais j'ai passé le concours d'entrée de la police nationale pour être au RAID, donc en fait, je ne peux pas passer à côté de cette liste de sélection». Et bien m'en a pris parce que, ils m'ont appelé pour me dire: «Oui, effectivement, vous remplissez pas les tests, mais enfin les conditions administratives, c'est pas très grave, venez quand même passer les tests». Et donc et donc voilà, je vais passer les tests, mais tu vois, je vais être intégrée, 6 mois après et il va me falloir 7 ans en tout. Ouais, c'est assez long et combien de temps dure la formation? Parce que c'est un métier que tu apprends sur le tas, j'imagine, avec cette, transmission, hein, qui a été créée à l'époque par la personne dont tu parlais? Ouais. Alors on apprend, tous les jours, jusqu'au bout j'ai appris, mais la formation, in fine, elle dure 6 mois. C'est-à-dire on a 6 mois de formation, et de probation à l'issue desquels on est intégré, à l'unité ou pas. Et donc pendant ces 6 mois, de formation, bah, j'apprends véritablement mon métier. Alors moi, les j'ai intégré le RAID en 2004 et en 2004, alors nous on n'a pas inventé, hein, la négo, on est tous allés se former chez les anglo-saxons dans un premier temps. Donc j'avais, mon chef de groupe qui était allé, à Scotland Yard, un négociateur avant lui qui était allé au FBI, donc on avait déjà ce corpus-là qui nous avait été apporté. Puis moi j'ai fait ma formation, en Afrique du Sud mais bon, tu vois, ça t'a pas échappé, trois formations anglo-saxonnes et ensuite je suis allée en Angleterre, aussi. Et puis en 2006, donc 2 ans après, on s'est rendu compte qu'on avait tous en fait ce socle commun, qui nous était, apporté, hein, notamment par les anglo-saxons et qu'on négociait à peu près, tous de la même manière, mais on avait une manière assez différente de mettre en œuvre, ces techniques-là, notamment en fonction de ce que l'on était amené à rencontrer sur le terrain et donc avec notre culture, à la française, on s'est un peu départi de cette formation anglo-saxonne pour faire une formation franco-française qui existe maintenant depuis, 2006 et maintenant on forme à cette formation et à nos techniques, bah, nos pairs et également ne nos collègues étrangers. D'accord, maintenant c'est vous qui formez les autres. Donc c'est nous qui formons les autres, donc voilà, alors on n'y va jamais, on y va avec beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, c'est-à-dire que, c'est toujours facile, tu peux arriver avec ta petite mallette pédagogique et te dire: «C'est comme ça qu'il faut faire». En réalité, c'est surtout le terrain qui commande. Alors c'est vrai qu'on est à peu près tous d'accord pour dire on a à peu près tous les mêmes techniques sur lesquelles on va, travailler et qui vont être utiles parce qu'il y a un vrai process, en fait, dans les négociations. Il y a des vrais fondamentaux qu'il ne faut absolument pas, négliger et puis après il y a la singularité, de chacun. Il y a l'intention qu'on met dans les négociations et puis il y a la culture de notre pays et tout ça, c'est hyper important à prendre en compte. Donc quand on va dans un pays étranger, qui parfois a déjà eu un premier vernis d'un autre pays, on leur dit toujours: «Nous, on va vous donner ce qui fonctionne chez nous, ce qui nous paraît efficace et pertinent» et pourquoi est-ce qu'on applique ça? Bah, parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien avec ce qu'on était amené à rencontrer sur nos terrains et on leur dit toujours, c'est une méthode qui fonctionne, qu'on a éprouvée. Maintenant, vous ne prendrez dans cette méthode que ce qui vous intéresse, que ce qui vous parle, que ce qui est transposable chez vous. À vous de voir comment vous allez, vous en servir, sur les terrains et ça me paraît important parce que ça enlevait la culpabilité à certains de se dire: «Bah, on travaille pas comme ça ou on fait pas comme ça». Alors parfois, c'était bien de pouvoir corriger, parce que des fois, il y avait rien. Des fois, il y avait, mais l'intention n'était pas présente. Et puis des fois, il y avait simplement un petit ajustement à faire. Donc nous, on venait avec notre mallette pédagogique complète. Certains sont partis avec la mallette pédagogique complète et puis d'autres ont simplement ajusté ou ont pris ce qui leur semblait pertinent. Et ça, je trouve que c'est important de le dire parce que, il faut qu'on fasse avec ce que l'on rencontre sur nos terrains. Parce que c'est souvent le terrain quand même qui commande. Donc voilà comment on a travaillé, avec notamment nos homologues étrangers. Et surtout s'approprier les choses, comme tu le dis, très justement. Tu en as parlé tout à l'heure, je n'ai pas voulu, revenir dessus dans un premier temps. Donc tu fais partie de l'une des rares femmes à être rentrée au RAID. J'imagine qu'à l'époque, vous étiez encore moins nombreuses puisque, tu es présentée comme la seule femme opérationnelle en négociation du RAID à cette époque-là. Tu me dis si c'est le cas et est-ce que cela t'a freiné, déjà dans un premier temps, dans ton rêve de vouloir, rentrer au RAID et comment, tu as su surmonter, ces préjugés? Alors ça m'a
pas du tout freiné. C'est-à-dire que quand j'ai évoqué le fait que je voulais rentrer, au RAID et que je voulais devenir négociateur, au RAID, alors moi je dis très souvent négociateur. Des fois je me corrige, je dis négociatrice, mais et donc là on m'a dit: «Mais un, il y a pas de femmes au RAID, 2, c'est hyper dur, comme boulot, 3, enfin c'est hyper dangereux» et tout ça c'était vrai. Mais, Ils t'ont pas menti sur la fiche de poste. non, non, non et en même temps, il fallait, voilà, si tu crées pas de précédent, il y en aura jamais. Alors, en réalité, c'était pas totalement vrai. Il y avait déjà une femme à l'époque, Nathalie, qui a été la première femme, qui est la première négo, du RAID et d'ailleurs, quand j'ai passé mes tests de sélection, c'était entre autres pour remplacer, Nathalie Laurent qui quittait, l'unité. Donc j'ai été la deuxième. Donc elle a essuyé les plâtres, Nathalie. Heu, mais encore une fois, ça c'était pas un sujet. C'est-à-dire que alors moi j'ai été élevée, un peu biberonnée, à, au fait qu'il fallait, savoir prendre sa place, pas attendre qu'on nous la donne. Ma mère m'a toujours dit, «Ne laisse personne te dire ce qui est bon pour toi ou ne laisse personne ne choisir ce qui est les choses à ta place». Et ça a toujours été un fil rouge et donc je me suis dit: «Mais moi j'ai envie d'y aller, alors peut-être que c'est dur, peut-être qu'ils veulent pas de femmes, peut-être que je n'y arriverai pas, mais si je vais pas essayer, j'aurai toujours je veux pas avoir, le regret de me dire, «J'aurais peut-être dû, tenter ma chance». Donc j'ai tenté ma chance et bien m'en a pris parce que ça a fonctionné et de manière générale, j'ai fait ça à peu près pour tout. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'aller quelque part, je me l'interdis pas. Ça veut pas dire que je doute pas, ça veut pas dire que j'ai pas peur d'y aller ou que je me pose pas 1000 questions, hein. Moi, je me pose souvent 1000 questions, mais j'y vais quand même et donc ça c'est important et donc j'y suis allée et effectivement l'arrivée était pas simple parce que, le passage de Nathalie avait pas forcément été évident. Il y avait néanmoins déjà quelques femmes à l'unité, alors pas à la négociation, mais dans une section qu'on appelait le GRI, qui était un groupe de recherche et de filature. Parce que ce groupe avait été créé à l'époque où le service avait été mandaté, pour, retrouver, Yvan Colonna et donc quand l'unité s'est rendue compte que des hommes, du gabarit, du RAID en surveillance filature sur une petite île comme la Corse, c'était pas hyper discret, ils ont commencé à faire des recrutements, et donc à faire des binômes hommes-femmes, ce qui était plutôt intelligent puisque notamment, la première femme à avoir été intégrée était sur l'interpellation d'Ivan Colonna, donc ça avait véritablement du sens mais du coup l'arrivée de ces femmes a vraiment pas été simple et moi je pense que j'ai quelque part été un petit peu préservée par mon grade puisque j'étais officier et ne faisant pas les mêmes, missions que mes collègues, donc j'étais pas forcément sur le terrain à faire les mêmes choses qu'eux. Je pense que ça m'a un petit peu épargnée. Ça veut pas dire que ça a été facile, ça veut pas dire que j'ai pas, été chahutée, hein, parce que je l'ai été, mais j'étais tellement contente d'être là que je me suis dit, «Bah, de toute façon, il y a pas de sujet, je suis une femme et je vais pas me travestir, donc ça va pas changer, je vais rester comme ça». Et puis surtout, ça aussi je pense que c'est le fruit de mon éducation, j'ai surtout capitalisé sur ce qui faisait qu'on était semblables. On était policiers, on avait tous passé des tests extrêmement difficiles pour pouvoir arriver là où on était. Moi, j'ai pas du tout été, cooptée, pistonnée parce que je connaissais absolument personne dans la police. Donc j'ai fait les tests de sélection comme tout le monde et il faut savoir qu'au RAID, il y a pas de barème homme-femme. Donc à partir du moment où tu passes les tests, tu as le même barème que tout le monde. Et ça, c'est hyper important parce que c'est aussi là-dessus qu'on va fonder notre légitimité en disant: «Mais moi, j'ai pas été, on m'a pas facilité, l'arrivée. J'ai pris Mmh. des coups comme tout le monde, j'ai souffert comme tout le monde» et alors après, bien sûr, on a des tests, spécifiques en fonction de la spécialité pour laquelle on postule hein, et on ne demande pas la même chose à un négociateur qu'à un gars de l'inter. Mais en l'occurrence, il y a des minima, qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça, c'était hyper important parce que quand tu as compris ça, quand tu as été sélectionné, parce que tu as fait le job, parce que, physiquement, au niveau, psy, tout le monde t'a validé, tout le monde a dit: «OK, cette candidate, elle est OK pour le job, elle est OK pour l'unité». Quand j'ai compris que j'étais à la bonne place et ben, j'ai arrêté de m'excuser d'être là, en fait et j'ai pris la place qui était la mienne et j'ai accepté aussi parce que ça, c'est quand même important. Moi, je me suis fait un peu chahuter au départ, mais j'ai accepté que ça puisse aussi faire partie du jeu, tu vois? Mmh. Et par contre, j'avais un non négociable. Je me suis toujours dit: «Allez, je vais me faire chahuter, c'est un petit peu normal, on vient un peu bousculer les codes de l'intervention». OK, ça s'entend,
On est une des rares unités, si ce n'est pas la seule à l'époque, à accueillir des femmes, en ça venait peut-être un peu abîmer cette image de virilité des groupes d'intervention, donc on pouvait comprendre que ça pouvait être un peu gênant. Mais je me suis autorisée à faire la même chose, c'est-à-dire que, une boutade reçue, je me suis jamais interdite de la renvoyer, clairement. Et puis par contre, j'avais mon non négociable, j'avais fixé la limite pour moi, qui était le manque de respect. Et il fallait que ce soit non équivoque, c'est-à-dire que fallait que ce soit suffisamment clair, audible pour mes collègues, pour que ça ne fasse l'objet d'aucune interprétation possible. Et quand ça a été mis en place, j'ai pas eu de difficulté, en fait, et l'intégration s'est faite assez naturellement. En plus, moi, j'étais à peu près comme 80 de l'unité, une sportive de haut niveau, donc j'étais hyper combative, j'étais présente, là où il fallait être présente, je faisais énormément de sport, donc voilà, j'ai été intégrée assez naturellement, j'ai envie de dire. Tu as eu cette impression de devoir prouver plus? J'ai pas eu l'impression de devoir prouver plus. En revanche, j'ai eu des injonctions, notamment de mon chef de groupe de l'époque, qui me disait, «Parce que tu fais partie de la négo et que quand on négocie pas, enfin quand on négocie, nos collègues n'interviennent pas, parce que tu es une femme dans un milieu exclusivement d'hommes, tu vas être 2 fois plus observée que les autres, tu n'as pas le droit de te tromper». Ça m'a généré une petite pression et mais ça m'a aidée en même temps parce que du coup, il m'a dit: «Tu n'as pas le droit de ne pas savoir ou de ne pas connaître les spécialités des uns et des autres, de ne pas être capable de répondre à une question». Donc il m'a fait faire le tour de toutes les spécialités. Je me suis infusée des heures, notamment à l'armurerie, pour connaître, tout l'armement, les munitions, ce qu'on utilise pour les ouvertures de portes, avec quoi pourquoi est-ce qu'on utilise de l'explos, quel type d'explos, pour quel type, de porte ou de structure. Et donc ça, c'est devenu mon quotidien avant même de faire de la négociation. J'ai fait à peu près la même chose chez les maîtres chiens, chez les techniciens, chez les sur toutes les spécialités, et c'était plutôt intelligent parce que, quand tu vas à l'étranger faire de la formation négo, les 3 quarts du temps, tu vas le faire dans des groupes d'intervention, et la première question que les mecs te posent quand tu arrives, c'est des questions sur l'inter. Donc pour que ta spécialité négociation soit reconnue et que toi-même tu sois reconnue en tant que femme qui vient former des gars de l'inter à la négociation, il faut que tu connaisses l'intervention. Donc je pense pouvoir dire aujourd'hui que les négociateurs, de manière générale, connaissent aussi bien les métiers de l'intervention que le leur, parce que c'est indissociable. On est en unité constituée, on fait partie d'un groupe, d'une unité vraiment. Tu ne peux pas, ne connaître que ton périmètre, c'est pas possible. C'est ce qui te permet aussi de savoir et de comprendre comment fonctionnent tes collègues pour pouvoir travailler avec eux, les aider à faire leur job sans jamais prendre leur place. Et justement, comment fonctionnait l'unité, de négociation du RAID? Quelle était ta place ou les responsabilités, que tu as eues? Alors nous, on était une petite, structure, hein, au sein de l'unité, on a commencé, on était 3, tu vois? On a fini, on était 6, donc j'avais un chef de groupe, j'étais chef adjoint, heu, en tant qu'officier, et puis après on a recruté, d'autres négociateurs. Donc moi j'avais une fonction, bah, évidemment, d'officier puisque c'était mon rôle, donc officier, donc de commandement, mais la particularité de la cellule négo, c'est que peu importe le grade, on est tous négociateurs et on est tous sur le terrain. Et ça, c'est hyper important. Donc on constitue soit des binômes, soit des trinômes toutes les semaines, pour répondre, à l'alerte et aux incidents qui vont, susciter notre, notre saisine, et donc on a cette capacité tous à se projeter sur les situations de crise pour, bah, exercer notre métier qui est de négocier. Alors soit, enfin toujours d'ailleurs avec nos interlocuteurs, à savoir soit des forcenés, donc des hommes ou des femmes, je dis des hommes ou des femmes, mais en réalité, quasiment que des hommes, heu pour négocier avec eux leur reddition, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils viennent à nous. Quand on est sur une prise d'otage, bah, en première intention, évidemment, on va négocier la libération de nos otages et ensuite la reddition des auteurs, et un petit peu plus à la marge, c'est un peu moins connu du grand public, mais on intervient au profit du Quai d'Orsay pour, gérer les enlèvements de Français à l'étranger. Ce qu'on appelle le crapule, vous partez en vacances, on vous enlève, on appelle vos familles, on demande une rançon. Typiquement, on peut être activé, pour négocier votre libération. Et donc ça c'est le métier des négociateurs de crise criminelle. Et donc bah, au quotidien, comme tout le reste de l'unité, comme on est un service qui dépendons de l'événement et que cet événement n'arrive pas tous les jours, on s'entraîne. Donc on s'entraîne à notre métier, donc on se forme constamment
aux techniques qui vont nous permettre d'alimenter une très grosse boîte à outils pour nous permettre d'utiliser, en fonction des situations, les outils les plus appropriés, en fonction des personnes que l'on va rencontrer. Parce qu'on a des typologies qui sont extrêmement, variées. Tous les forcenés ne se ressemblent pas. On va avoir un forcené de détresse, de désespoir, la limite est très fine, mais elle est hyper importante. Des, mmh des forcenés, psychotiques, des forcenés, extrémistes, des post-homicides, hein, des gens qui vont être dans une situation de retranchement après avoir commis un homicide sur un de leurs proches généralement, et toutes ces typologies, beh, tu les abordes pas de la même manière et tu utilises pas forcément non plus les mêmes techniques. Donc on a une trame qui est souvent très bien dessinée, mais qui va être constamment, elle va constamment se réajuster avec les outils qui sont les plus appropriés au moment, en fait, du contact et surtout de l'évolution, de la situation. Et justement, tu peux décrire, une journée type, même si j'imagine qu'aucune ne se ressemble, mais concrètement, Alors on dit co qu'aucune ne se ressemble, mais en même temps, il y a quand même une vraie routine. C'est-à-dire que tu oui, arrives, voilà. le matin, tu vas courir. Donc voilà, c'est une unité particulièrement sportive, donc l'entraînement est quotidien. Ça veut pas dire que moi je pourrais, tous les jours, hein, ni les collègues, mais tu as des programmes de formation en fait qui sont, mis en place par la cellule formation et donc qui imposent à l'unité le rythme, notamment sur ceux qui sont, d'astreinte. Donc on a, des séances de sport évidemment et des séances d'exercice en commun où on va travailler avec l'unité d'intervention. On va mettre en place dans ces exercices toutes les spécialités pour habituer toutes les spécialités à travailler ensemble et on va jouer aussi parfois des temps extrêmement longs dans les exercices pour nous rendre compte, effectivement que, dans ces différentes spécialités, on a des temporalités différentes. Quand toi, tu vas négocier, sur un cas de type, HB 48 heures, bon, bah, ça veut pas dire que l'interne ne travaille pas, hein, bien au contraire, mais ça veut dire que dans cette temporalité, tout le monde n'est pas forcément à 100 à ce moment-là. Donc il faut gérer, l'attente, il faut gérer la concentration, il faut gérer, la fatigue et tout ça, on le joue dans les exercices, c'est hyper important parce que le jour J, quand on part en inter, on doit être, habitué et conscient de ce qui nous attend et on doit être préparé pour ça, puisque on se prépare pour ça. Donc on a c'est pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais on a quasiment pas le droit à l'erreur quand même, parce que voilà, parce qu'on passe notre temps à nous entraîner, pour ces situations-là. Donc notre journée, elle est jalonnée en fait, par ça, par, les exercices, les entraînements, alors on a, en fonction des spécialités, mais chez nous, par exemple, les négociateurs, on va, travailler des sujets aussi qui nous sont propres. On travaille énormément avec, d'autres structures, notamment les I3P, les instituts psychiatriques de Paris, où on est autorisé, tous les 15 jours à assister à des présentations de patients. Ce qui est extrêmement riche pour nous, parce que ça nous permet de voir comment les médecins conduisent des entretiens avec des pathologies que nous, on est amenés à retrouver sur le terrain. Même si, celles qu'on retrouve sur le terrain, quand on les a généralement, elles ne sont plus médiquées, donc elles sont, en crise. Donc là, on prend conscience en fait de qu'est-ce qu'un individu en crise, notamment quand il a une psychopathologie et comment on va l'aborder dans le cadre de cette psychopathologie, sans le considérer comme un de nos patients, parce qu'il n'est pas un de nos patients, clairement. C'est un individu qui s'est mis en situation de crise et donc on va le traiter comme tel, sauf qu'on va l'aborder, de manière complètement différente. C'est pour ça qu'on a une très grosse boîte à outils et voilà et au cours de journée, bah, c'est ça, ça va être, de l'entraînement physique, de l'entraînement sur nos métiers, de l'entraînement sur nos matières, voire de la formation. On va former, des gens, alors soit en France, soit à l'étranger, ou on va nous-mêmes aller faire de la formation pour nous parce qu'on est, constamment dans l'apprentissage. Et justement, la particularité du RAID, c'est combien d'interventions par an et comment ça fonctionne? Parce que vous êtes, à Paris, c'est une unité, c'est ça? Pour, Oui. recontextualiser un petit peu? Alors on n'est pas dans Paris, nous on est en région parisienne. En région, pardon. Voilà, ça a son importance parce que, on n'est pas l'unité référente dans Paris, sauf en matière d'attentat. Mais l'unité référente dans Paris, c'est la BAC-BRI. Donc nous, on est en région parisienne et on va être compétent 200 kilomètres autour, de Paris et ensuite, au-delà de ces 200 kilomètres, ce sont nos antennes RAID qui vont prendre le relais et il y en a plus d'une dizaine qui sont décimées sur tout le territoire, national, plus, 3 dans les DOM et les ultramarins. Donc notre action, est relayée
partout en France avec des gens qui sont formés exactement de la même manière que nous, puisque c'est vraiment la continuité du service, hein. Il y a le RAID, l'unité centrale et puis il y a toutes les antennes. Donc les conditions de formation sont les mêmes, de recrutement sont les mêmes, tout le monde est interchangeable, tout le monde travaille de la même manière, donc voilà, tout ça, c'est un maillage qui est assez bien, ficelé et heu et et pour revenir à ta question, pardon? Combien d'interventions par an à Oui, peu près? pardon, et combien d'interventions par an? Alors c'est très, ça dépend, mais je vais dire entre 20 et 25 par an pour l'unité centrale, parce que c'est à peu près la même chose pour les régions. Donc tu vois, sur une année, quand tu comptes, allez, plus de 10 antennes, RAID plus, 3-4 dans les ultramarins fois 25, ça commence à faire, pas mal d'interventions. À faire du moins de situations extrêmes, ouais. Mmh. Et Oui, parce que justement là, on est sur ce qu'on appelle entre guillemets «le haut du spectre», donc oui, ça peut paraître peu, voilà, quand on entend comme ça 25 par an, mais il faut savoir que, c'est des interventions qui sont dites de haute intensité, et je ne te parle pas des opérations courantes, voilà, qui sont les nôtres. oui, tout à fait. Oui, c'est le dernier recours, comme on dit. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous partager un ou 2 cas marquants justement, sur lesquels tu as appris et comment tu as interprété, ces situations-là? Alors, un cas marquant pour moi, c'est un individu retranché, donc pas du tout, de prise d'otage, pas d'otage, donc un individu, seul, c'est une négociation qui a duré à peu près 16 heures de temps, sur un individu avec une psychopathologie, notamment, la paranoïa. Et pourquoi ça? Ça m'a marqué parce que, donc la paranoïa, donc, heu heu, dans la maladie mentale, hein, véritablement, c'est une maladie, bah, évidemment qui vient atteindre le psyché, qui est constitutive d'un délire, mais qui est pas forcément un délire apparent. C'est-à-dire que quand tu échanges avec ce type d'individu, tu peux ne pas te rendre compte au départ de la maladie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on travaille avec un psychologue clinicien qui lui est un praticien, de la matière et qui a cette capacité, avant toi, de percevoir ou de reconnaître un signe d'une maladie, X ou Y. Et ça, c'est hyper important parce que le paranoïaque, c'est notamment quelqu'un d'extrêmement construit, de relativement intelligent. Et cette affaire-là, elle va être, compliquée parce que, elle arrive dans un contexte un peu particulier où l'unité, est surengagée. D'ailleurs, quand on est appelé sur cette affaire-là, on sort déjà d'une intervention nocturne, donc on n'a quasiment pas dormi. Et donc là, on repart en inter en se disant un peu légèrement: «Ouais, on va régler ça en quelques heures». Bon, pas du tout, parce que lui va nous faire le tour du cadran, donc tu apprends aussi à gérer, la fatigue parce que tu enchaînes, en fait. Et c'est un individu, qui, s'est véritablement, préparé. Il est en état de siège, hein. Il devait être expulsé de sa maison. Alors nous, on gère pas du tout ce type de situation, sauf que là, quand les huissiers sont venus le chercher, il a, tiré sur la police et il a, balancé des espèces de bombinettes, de sa création où il avait, créé, tu vois, des bombes avec de la mèche, lente, des clous, de la poudre, noire, et donc il a balancé ça à la police et aux huissiers. Donc forcément là, tout a été figé, donc on a appelé les unités d'intervention et comme c'était notre périmètre, c'était nous. Et donc là, donc on arrive sur quelqu'un qui est, puissamment armé et qui est particulièrement déterminé, qui a un dispositif constitué de bonbonnes de gaz, de bonbonnes d'oxygène, qui la relie entre elles et cetera. Bon bref, on travaille avec les pompiers, la sécurité publique qui nous dit, si vraiment il met son système en action, il y aura des débrayés jusqu'à l'Élysée. On est dans le 93, on comprend bien l'allusion, donc on évacue tout le quartier, donc on évacue des familles entières. On est dans un secteur pavillonnaire et on vide tous les pavillons. On reloge des gens, enfin les services relogent des gens dans des gymnases et donc les seuls à rester, bah, c'est nous. Et donc là, on rentre en négociation et ça va nous prendre beaucoup de temps parce qu'on a un individu qui, alors le propre du parano, c'est que, le paranoïaque, il est hyper méfiant. Il est convaincu que tout le monde complote contre lui. Si tu as les réponses à ses questions, tu fais partie du complot. Si tu Mmh. n'as pas les réponses à ses questions, il a raison de se méfier. Donc quoi que tu dises, quoi que tu fasses,
c'est un sujet et de manière générale, il va se méfier. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc ça veut dire que, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler avec nous, avec le psy, parce que au-delà de savoir ce qu'il faut faire dans une situation, parce que tu vois, même quand je fais de la formation en égo, les gens viennent te dire: «Mais comment on fait? C'est quoi les techniques? Comment on s'y prend?» et cetera. Mais, mais c'est surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, tu vois, dans ces situations-là pour aggraver, pour essayer de créer du lien, d'amorcer un rapport de confiance si on y arrive et puis de se maintenir dans la relation pour petit à petit mettre en place des objectifs qu'on s'est fixés pour obtenir notre objectif principal qui est de le faire, venir à nous, pour éviter les drames. Donc là, la posture, elle va être hyper importante, l'intention que l'on met dans la négo va être hyper importante, la compréhension de ce qu'il dit, et dégager le vrai du faux ou, la réalité, de l'invention, bah, ça aussi, ça va être hyper important pour essayer de trouver les angles qui vont nous permettre, bah, de l'impacter lui et alors le psy serait là, il te dirait, on va, titiller, l'inconscient pour suggérer le conscient, parce que c'est le conscient qui répond et c'est exactement ça, en fait, c'est de se dire comment, faire la part de la vérité et du délire et comment moi je vais l'impacter, le ramener sur du rationnel et sur quelque chose de tangible pour moi. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Ça va d'ailleurs être le cas, hein. Notre premier contact, il va durer 10 heures. C'est-à-dire que pendant 10 heures, on se parle, on ne raccroche pas et pendant 10 heures, il te challenge. Il te fait presque Mmh. oublier les raisons pour lesquelles tu es là parce qu'il t'emmène sur plein de sujets différents. Il t'éloigne surtout du vrai sujet parce que l'angle de l'émotion, c'est son tendon d'Achille, donc c'est surtout des choses sur lesquelles il ne va pas aller et sur lesquelles nous, on va essayer de le raccrocher. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc cette affaire, ce qu'elle va, m'apprendre, c'est la capacité que l'on a à durer dans le temps, à comprendre comment, mon fonctionnement doit, se caler au fonctionnement de l'autre ou comment il doit s'imbriquer. Ce que je crois, est-ce que c'est important? Jusqu'à quel point ce en quoi je crois devient une donnée à utiliser, dans la négo. Comprendre, ce qui est important pour lui doit devenir important pour moi, pour que je puisse essayer non pas de me mettre à sa place, mais de comprendre ce qu'il ressent, pour essayer en fait de l'aider à démêler le fil de la pelote de laine sans jamais, ni donner mon avis, ni essayer de le convaincre de quoi que ce soit, mais d'essayer de comprendre avec lui, de cheminer avec lui et de changer sa perception. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à travailler sur nos interlocuteurs. C'est qu'on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer le problème, on ne peut pas changer l'environnement dans lequel on évolue. La seule chose sur laquelle on a un vrai pouvoir, c'est nous. Et donc, l'idée, c'est de voir le même problème, mais sous un angle différent. Et cette capacité que l'on a à voir les choses sous un autre angle, c'est ce qui va donner la latitude à l'autre de voir aussi les choses sous un angle différent et ce qui va mécaniquement réintroduire du choix chez lui, du choix qu'il n'avait pas au départ, ce qui va l'aider à faire le pas de côté et à trouver une autre option que celle qu'il a choisie au départ. Et donc dans cette affaire-là, on avait tous ces ingrédients-là parce que créer de la confiance avec quelqu'un qui est méfiant, c'est un challenge. Savoir durer dans le temps aussi et jamais s'épuiser, c'est important. Ne pas rentrer dans la tentation de convaincre l'autre parce qu'il est dans son monde, il a son référentiel, il a ses propres croyances et il y tient. Donc essayer de le faire changer d'avis, c'est prendre le risque de le braquer et d'arriver à une situation qui est absolument bloquée. Donc l'idée, c'est de garder ce qu'il est, prendre conscience de ce à quoi il croit, valider un certain nombre de choses, mais l'aider à faire le pas de côté. Et ça, ça prend énormément de temps et les conditions pour créer cette confiance, elles sont inévitables pour pouvoir justement aboutir à la sortie qu'il aura choisi, d'initier parce que je ne vais pas le convaincre de se rendre et ce choix de sortir, c'est lui qui le prend. Donc ça m'a appris énormément de choses cette affaire-là. Et notamment tu le dis, je crois aussi dans le bouquin, c'est réintroduire du choix à Mmh. l'autre plutôt que de le forcer à une solution. Alors, c'est très vrai en situation de crise, mais c'est aussi vrai dans tous les contextes de négociation dans lesquels on est amené, à fonctionner ou à négocier. C'est que ta solution, elle est souvent, en lien avec, ce que tu es venu chercher, avec ce en quoi tu crois, avec ce que tu veux obtenir, avec, tes propres besoins et c'est rarement au départ la solution de l'autre. Donc, ce qui est important, c'est si tu vois les choses que sous ton propre prisme, beh, il y a une partie
de ce que ressent l'autre et de ce que désire l'autre, qui est pas prise en compte et ça, c'est ce qui mécaniquement va à un moment donné, mettre en place un blocage. Donc l'idée c'est de se dire, «Moi j'ai ma solution, mais elle est peut-être, pas partagée pour l'instant avec l'autre et je vais la garder pour moi parce qu'elle est à ce stade-là, c'est sans doute beaucoup trop prématuré à annoncer et je prends le risque qu'elle soit shootée». Donc l'idée c'est de l'aider à progresser pour que ma solution, petit à petit devienne la sienne. Comment ça se passe le fonctionnement opérationnel? Tu es toute seule, vous travaillez en binôme? Tu parlais de la personne aussi, psychologue et clinicienne. Comment est le dispositif? Alors le dispositif, on est rarement tout seul ou alors c'est vraiment qu'on est dans une situation extrêmement dégradée, type les attentats où tout le monde a été, séparé parce qu'il fallait répondre à plusieurs points en même temps. Mais généralement, on travaille en binôme, voire en trinôme. Donc tu as toujours un négociateur numéro un qui est la voix, et ensuite tu as un numéro 2, donc un négociateur, numéro 2 qui lui va t'apporter, qui va t'alimenter et notamment qui va te faire passer, des idées, de la stratégie, beaucoup d'infos. Le psy va faire exactement le même travail, sauf qu'il va avoir une casquette en plus, c'est qu'il va observer les paramètres de la relation entre le négociateur et l'interlocuteur. Parce que ça, c'est hyper important. On est dans un effet tunnel, on est dans la spontanéité de l'échange, on est complètement, immergé, hein, dans la situation et avec tout ce que ça peut comporter, de bienfaits ou d'aléas et le psychologue clinicien, lui, il est chargé, il est garant, en fait, de ça, de voir, à quel moment il faut te maintenir ou peut-être t'extraire ou te permettre de faire une pause pour te recentrer. Et donc il est important ce trinôme parce que, stratégiquement, c'est eux qui vont t'aider, qui vont t'alimenter et qui vont, vérifier que, dans la négo, le binôme, négociateur-interlocuteur est en phase. Cela, j'imagine, t'aide aussi à gérer les moments d'incertitude, mais, sur des cas extrêmes, est-ce que tu as eu des moments d'incertitude? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment tu arrives à gérer ça? Alors oui, on peut en avoir des moments d'incertitude, ça fait aussi partie de nos métiers, c'est-à-dire que on est une unité qui est particulièrement bien entraînée et 80 de nos elles se font d'abord en amont. C'est-à-dire qu'on est constamment, que ce soit la négo ou l'intervention, dans l'entraînement et la répétition, en fait, de ces, gestes-là pour que mécaniquement, au moment de l'inter, on puisse, tu vois, réactiver très vite des processus, des procédés et des actions en fait qu'on connaît, qu'on a répétées. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre déjà de gérer une partie, de notre stress, une partie de l'émotionnel parce qu'on est dans de la répétition. C'est tout l'avantage, des entraînements. Sauf que, on va aussi, s'entraîner à: «Et si ce qui se produit, on l'avait pas vu, on l'avait pas anticipé?» Parce qu'on n'est absolument pas infaillible, hein, on n'est que des hommes et des femmes et on est nous aussi sujets à des situations de stress qui parfois peuvent conduire certains d'entre nous à de la sidération. Ça peut arriver. Alors c'est grave et pas grave. C'est pas grave parce que, on est formé à reconnaître ça aussi chez nos interlocuteurs, chez nos collègues et donc à réagir en conséquence et potentiellement ça peut être grave parce que quand on est en état de sidération, ben, on n'est plus opérationnel et on devient un boulet pour nos propres équipes. Donc ça veut dire qu'il faut réagir très vite et faire le choix à ce moment-là de retirer quelqu'un de notre équipe. Il vaut mieux se passer de quelqu'un chez nous qui est plus du tout opérationnel pendant un temps, plutôt que d'avoir à le gérer parce que, nos situations d'urgence, nécessitent on porte notre attention à ce qui est en face de nous. Donc on s'entraîne aussi à reconnaître ces choses-là. Est-ce qu'on doute? Oui. Est-ce qu'on peut être submergé? Parfois aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on travaille en équipe et c'est là où le collectif est extrêmement puissant. C'est-à-dire que on se protège les uns les autres. On est le garant de notre collègue et on travaille tous ensemble dans ce contexte-là. C'est-à-dire que on est aussi formés à l'observation, non seulement de nos propres réactions, mais quand on est déjà en état de sidération, c'est nos collègues qui réagissent pour nous. Donc en fait, il y a une veille permanente des uns sur les autres et cette capacité que l'on a à reconnaître qu'à un moment donné, chez quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas et donc soit on se parle, soit on fait de l'ancrage, soit on s'extrait de la situation, soit on va se mouvoir dans l'espace, soit on va faire des techniques d'optimisation du potentiel, c'est-à-dire qu'on va caler notamment des exercices de respiration. On va mettre tout ça en place
pour pouvoir, se réactiver ou à un moment donné, réussir nous aussi à faire le pas de côté en extrayant quelqu'un et peut-être en le faisant revenir, après. Donc oui, ça peut arriver, mais on est entraîné à reconnaître ça et à gérer en situation ce phénomène quand il arrive. J'ai 2 questions en une. Est-ce que la perception qu'on est négociateur ou négociatrice, puisqu'il faut le dire aussi, heu, tu as, le groupe qui intervient, est-ce que tu as une sensation d'échec quelque part puisque, la négociation était vaine? Et surtout, est-ce qu'il y a eu des cas où toi-même tu as considéré que tu savais que la négociation allait être vaine? Où tu as ressenti avec l'expérience, où tu t'es dit: «Bon là ça va être une situation complexe»? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on s'est départis de, de cette formation anglo-saxonne et on s'est dit: «Nous, dans notre montage ou dans notre, organisation à la française, on va intégrer les négociateurs dans les groupes d'intervention parce qu'on n'est pas des unités ou des spécialités concurrentes, mais on est, des unités qui ou des spécialités qui vont collaborer entre elles». Et ça, c'est hyper important parce que ça a gommé, assez rapidement cette idée de concurrence, ou alors quand il y a une petite concurrence, elle est plutôt saine. C'est-à-dire que si les gars se disent, «La négo, ils vont se planter, comme ça on va pouvoir intervenir», c'est gentil, mais mais ils vont pas créer les conditions pour qu'on se plante, clairement. Donc ça, c'est hyper important parce que ce soit, une affaire qui va se solder par la reddition, c'est-à-dire que les négociateurs ont réussi à faire venir les gars, ou que ce soit une affaire qui se solde par l'intervention, c'est-à-dire qu'on a dû faire une ouverture de porte et aller récupérer les individus, c'est le RAID qui gagne. C'est pas ni la négo, ni le groupe d'inter, c'est le RAID qui gagne et ça, c'est hyper important. Donc en fait, dès le départ, on s'est dit: «OK, on a des enjeux différents». La négo, elle va négocier pour obtenir la reddition, donc résolution pacifique. L'inter, elle s'entraîne tous les jours justement pour faire des ouvertures de porte, pour aller faire de l'interpellation. Mais en fait, notre cœur de métier, notre objectif à tous, c'est de sauver des vies. Donc ça, c'est hyper important parce que dans ce contexte-là, heu, on met tous à disposition, de l'unité nos savoir-faire qui vont nous permettre de remplir, la mission qui est la nôtre, c'est de sauver des vies. Donc il y a jamais de concurrence malsaine, le gars qu'on a récupéré, à partir du moment où il y a pas de blessés chez nous, il y a pas de blessés chez eux, c'est une affaire, qui a bien fonctionné, et c'est une affaire du raid. Donc ça c'est hyper, important à prendre en compte et à prendre en considération. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et comment ça se passe lors d'actions terroristes, parce que j'imagine que tu en as connu, quelques-unes. Hem, Comment la négociation, s'inscrit-elle, dans la stratégie globale, de l'équipe d'intervention? Et surtout aussi le parallèle, j'imagine qu'il y a des cas, où il n'y a pas pu y avoir de négociation. Comment vous arrivez, vous, le RAID, à absorber tout ça? Alors, alors sans rentrer dans des détails évidemment, tu comprendras, Oui, c'est pour ça que je parle pas de, voilà, de ouais, les situation individus propre. terroristes font partie de notre typologie. Donc au même titre qu'un force détresse, désespoir, psychopathique, de passionnel, terreau. Donc qu'on met dans la catégorie des extrêmes. Ça veut dire que dans cette boîte à outils, on va utiliser des outils en fonction des situations que l'on est amené à rencontrer sur le terrain. Est-ce qu'on va négocier différemment avec les terreaux? On va négocier différemment en fonction des typologies qu'on est amené à rencontrer parce qu'on ne négocie on utilise en fait des fondamentaux, ça c'est indispensable. Nos fondamentaux, ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais l'approche va être différente avec les uns et les autres. Mais c'est normal parce que c'est typiquement en lien avec ce qu'ils sont, ce qu'ils font, leur idéologie, leur intention et donc le terroriste ne sort pas en fait de cette spécificité. C'est-à-dire qu'il est une spécificité à part entière, comme l'est notre psychopatho. Tu vois? Quelqu'un qui est pas du tout rationnel, je vais pas du tout l'aborder de manière rationnelle parce que ça va pas avoir de sens. Donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce que je vais utiliser dans ma boîte à outils qui va l'impacter à ce moment-là. Et ben, avec le terreau, c'est exactement la même chose. Voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce que j'utilise pas, comment je procède, comment je me présente, qu'est-ce qui est important pour lui et en fait, cette déclinaison, on l'a pour tous, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en place pour essayer de rentrer en négociation dans les meilleures, conditions, possibles pour faire typiquement ce qui est notre métier,
c'est de négocier pour obtenir, une résolution pacifique. Donc faire en sorte que, indépendamment de qui ils sont et ce qu'ils font, l'idée c'est qu'on les fasse venir à nous pour que l'entreprise funeste s'arrête. Parfois on n'y est pas arrivé, parfois on n'a pas eu le temps, non plus, de négocier, mais j'ai envie de dire, c'est je comprends que tu poses cette question parce que beaucoup de gens se la posent, mais tu vois, quand on a des forcenés de combat, par exemple, qui ne sont pas dans la catégorie des terreaux, OK? Nos forcenés de combat sont probablement, font partie de cette catégorie, hem, les plus difficiles à faire venir, en fait. C'est-à-dire que dans leur intention c'est de combattre, c'est surtout pas de négocier, donc l'intention de négo chez eux, elle est quasiment nulle. Est proche du zéro, donc on n'a quasiment pas d'intention de négo et d'ailleurs j'en veux pour preuve malheureusement, à Ris-Orangis en 1989, on a perdu 2 hommes de l'unité, nos premiers morts en service, sur un forcené de combat, sur lequel il y a pas de négo, donc des gens qui sont véritablement jusqu'au boutiste et dont l'objectif principal c'est de combattre. Donc là il faut, en fonction des typologies, prendre conscience des risques, des intentions pour pouvoir mettre en place la stratégie, la plus adéquate. En réponse en égo ou en réponse d'intervention. Et quelles compétences, psychologiques, vous devez avoir? Parce que à t'écouter, en fait, une gymnastique du cerveau permanente, Oui. une adaptabilité à toute épreuve et aussi, savoir s'entraîner et réussir à rester froid dans la tempête, si je puis dire. Hem, comment vous vous entraînez? Comment vous arrivez à garder ce discernement et un peu à toute épreuve? Alors, il y a déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est peut-être un tout petit peu avantagé par rapport à d'autres personnes dans la mesure où, l'unité est composée, quasiment principalement, pas exclusivement, mais pour beaucoup de sportifs de haut niveau. Ça veut dire que ces sportifs de haut niveau, on a déjà cette capacité, à gérer aussi notre stress, dû au fait des compétitions, hein, beaucoup et même si les enjeux sont pas les mêmes, on est d'accord sur une compète ou, sur une intervention du type de celle du raid, les mécanismes, les mécanismes que l'on va activer pour gérer son stress sont quasiment les mêmes, hein, enfin c'est les mêmes. Donc c'est la capacité que j'ai à reconnaître chez moi ou à essayer de tempérer chez moi, une réaction, chimique, physiologique, et donc notamment les émotions. Ça veut pas dire, qu'on met nos émotions de côté et ça je le dis très souvent. Une émotion, quand elle n'est pas exprimée, elle s'imprime quelque part et souvent elle se réinvite à la table, de la plus mauvaise, manière, possible ou au moment où tu t'y attends le moins et pas forcément au meilleur moment. Donc il faut qu'on soit capable de comprendre ce que ces émotions, elles vont générer chez nous. Est-ce que c'est grave? Pas grave. Est-ce que c'est important? Pas important. Peu importe, c'est là. Donc et si tu doutes sur une intervention, OK, tu doutes, mais il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui te fait douter? Si tu as peur, sur une intervention, OK, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Il y a plein toutes ces émotions-là, à un moment donné, elles sont importantes parce qu'elles te donnent une information, elles émettent des signaux que tu ne peux pas, hem mettre de côté. C'est-à-dire que tu dois comprendre pourquoi des mots, des situations, des personnes vont générer chez toi, du doute, de la colère, du stress, de la peur et cetera. Parce que, c'est le meilleur moyen finalement de comprendre qu'est-ce qui va être un peu le déclencheur de ces situations-là et comment, quand ça va se produire, parce que ça va se produire, comment tu vas gérer la situation en situation. Et donc, bah, c'est pareil, on va anticiper, en fait, ces réactions du corps parce qu'on sait qu'elles potentiellement, elles vont arriver. Le plus détestable, finalement, c'est ne pas se préparer et être, mis devant le fait accompli et ce qui va généralement générer un pic de stress aussi, c'est l'effet de surprise. Donc plus tu anticipes ces situations-là, plus tu développes aussi des manières de les de les gérer. Alors, soit par de l'ancrage, soit par de la respiration. Il y a tout ce qui va soit par des phrases, réflexes, soit par des signes signal, tu vois? Et tout ce qui va te permettre finalement de prendre en compte l'émotion et de la gérer, non pas de la mettre de côté, de la gérer pour te permettre de réoxygéner ton cerveau, d'avoir de la bande passante pour te focaliser véritablement sur l'action que tu as à mener sans que cette émotion prenne toute la place. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc ça, c'est pareil, ça fait aussi partie de l'entraînement, ça fait partie aussi du travail que l'on fait avec les psys, ça fait aussi partie des formations que l'on a
pour comprendre les réactions que l'on va avoir. On est aussi formé à reconnaître les risques du trauma chez nous, hein, parce que potentiellement les risques du trauma sont nombreux, et il ne faut pas, passer à côté, d'un élément qui nous indique que potentiellement on est en train de basculer. Donc tout ça, c'est important. Donc ça fait partie de notre entraînement. Et tu as des rituels, mentaux pour, te recentrer en plein échange? Tu parlais d'ancrage, tu parlais de pause et cetera. Est-ce qu'il y a des tips comme ça que tu peux partager? Alors là, on est tous très différents, c'est Bien parce que sûr. c'est aussi très personnel et on va tous développer alors moi, je respire beaucoup, c'est-à-dire que la respiration chez moi, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider. Alors, moi, je fais partie de ces sportifs de haut niveau, hein, j'ai été, gymnaste, j'ai beaucoup travaillé sur la visualisation, évidemment, de tes mouvements, hein, avant de faire ton exercice sur une poutre. Ça, c'est 10 centimètres, d'accord, de large. Tu refais le mouvement systématiquement. Donc, tu es dans la visualisation, tu projettes ton corps dans l'espace. Et la visualisation, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et la respiration, ça va avec aussi. Donc ça, moi, à titre personnel, j'ai besoin, en tout cas, de respirer parce que c'est ce qui va me permettre de faire décélérer, en fait, mon rythme cardiaque. Pour une raison aussi assez simple, c'est que nous, les négociateurs, notre outil principal, c'est la voix. En plus de nos oreilles. D'abord, on écoute évidemment parce que ça, c'est la priorité chez nous. Sauf qu'à un moment donné, on s'engage et quand on s'engage, on va dire des choses, même si on dit peu de choses. Le peu de choses que l'on va dire, il faut qu'on le dise, d'une manière qui ne laisse place à aucun doute, chez celui qui va recevoir ce qu'on va dire. Donc la voix, c'est quelque chose d'important. Si je suis stressée, je peux avoir un débit de parole qui va être hyper rapide. Je peux avoir des tremblements, tu vois, dans la voix, une fragilité dans la voix qui va traduire mon intention, mon émotion et qui va donner soit l'ascendant à mon interlocuteur, soit une indication qu'il y a quelque chose chez moi qui va à sa place. Donc ça, c'est hyper important. Donc la respiration pour faire décélérer, le rythme cardiaque et venir poser la voix, c'est quelque chose d'hyper important. Visualiser aussi ce qui me dérange, ça peut être, je sens que j'ai une boule au ventre, par exemple, tu vois? Mon psy, le psy avec lequel je travaille va me dire, «Elle est de quelle taille? Elle est de quelle couleur?» Et là, tu vas visualiser le fait qu'elle est de plus en plus petite et qu'elle passe du noir au blanc, par exemple. C'est des images que je te donne, mais c'est comme ça Bien aussi sûr. qu'on travaille parfois dans la visualisation. C'est de visualiser ton problème parce que tu peux pas le mettre de côté. Donc comment j'agis dessus? Je le visualise et je lui donne une forme et voilà et donc la respiration et puis après moi je je fais partie de ces gens, je ça m'arrive de parler toute seule ou de répéter à voix haute. Donc souvent quand j'ai écrit, je répète par mimétisme ou je répète ce que je vais dire et je parle à voix haute parce que du coup je m'entends et j'entends, si c'est cohérent et si ça me parle. Voilà, voilà, je dois faire partie de ces gens qui sont très auditifs. Exactement. Et que faire quand si tu as des partages d'expériences là-dessus à faire, que faire quand l'émotion nous submerge, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, hein, ça nous est tous, déjà arrivé, pour, réussir à pas contenir cela justement, mais l'exprimer et pouvoir s'en détacher? Alors, une colère, elle a besoin d'être exprimée. D'abord, la colère, c'est souvent le fruit d'une frustration, de quelque chose, tu vois, c'est sans doute le départ d'une frustration qui s'est mis en colère parce qu'à un moment donné, tu n'as pas pu, explorer, quelque chose. Sauf que la colère, une fois qu'elle est là, il faut qu'elle sorte. Alors même si c'est pas un super vecteur de communication, malgré tout, celui qui t'exprime de la colère, il va te donner des informations. Il va te dire pourquoi il est en colère et c'est là où toi, il faut que tu sois en capacité, au-delà de la forme, de comprendre ce qu'il est en train de te dire parce qu'il va te donner des éléments suffisamment importants qui vont te donner peut-être l'occasion de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est là ou en tout cas de réagir en fonction de ce que tu entends. Sans que ce soit une surréaction de ta part, de manière très personnelle, parce que tu te sens agressé et tu vas avoir envie de répondre à l'agression et tu vas peut-être toi-même devenir à ton tour agressif. Et on le sait que notamment l'écrit appelle l'écrit, la colère appelle la colère. Donc l'idée, c'est d'essayer, si on peut, justement de respirer, de temporiser, de prendre un peu de distance, un peu de recul face à ce que l'on perçoit comme étant une agression, pour essayer de se concentrer sur ce qu'on entend et ce qui nous semble important, pour pouvoir répondre de la manière la plus pertinente possible, sans surréagir à ce que l'on perçoit parce que,
L'idée, c'est d'essayer de comprendre les motivations de l'autre. Mais inviter les gens à exprimer, leur colère, ça leur permet aussi moi je prends souvent l'exemple du ballon de baudruche, que tu imagines le ballon qui dégonfle, qui dégonfle, qui dégonfle et ça, c'est hyper important parce que nos interlocuteurs ont besoin de ventiler. Je pense que ça t'est déjà, arrivé ou tu as déjà observé que dans le pro comme dans le perso, quand tu dis à quelqu'un qui est très énervé de se calmer, généralement, ça ne fonctionne pas, voire ça empire parce que tu demandes à quelqu'un qui est déjà hyper frustré de remettre un petit mouchoir, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il a envie de dire. Donc tu ne prends pas en compte ce qu'il ressent ni ses émotions et l'idée, c'est de rester en distanciation émotionnelle. C'est dur à faire. Plus tu es en distanciation émotionnelle, plus tu arrives à avoir suffisamment d'empathie pour comprendre ce qu'il est en train de ressentir, sans jamais le ressentir à sa place. Parce que si tu ressens comme lui, bah, le risque est grand, soit de rentrer dans de la compassion et auquel cas, bah, tu perds complètement en objectivité, voire en agressivité toi-même parce que, tu te sens attaqué, ça devient quelque chose de personnel. On sort du problème parce que là, l'idée, c'est de se défendre de la réaction, de l'autre et là, bah, potentiellement, tu deviens agressif et tu n'es plus en cette capacité justement, heu, de rester objectif dans la situation. Donc pour l'un comme pour l'autre, si c'est toi qui a cette, colère qui vient, c'est important que tu puisses à un moment donné l'exprimer. Il faut que tu arrives dans cette, colère à expliquer ce que tu ressens ou ce que tu perçois de la réaction de l'autre, sans forcément attaquer l'autre de quelque chose dont il n'est même pas conscient peut-être, qu'il n'a peut-être pas provoqué volontairement, mais dont le comportement t'a fait réagir. Donc c'est d'essayer de séparer, la personne de son comportement et je t'inviterais, si c'est possible, parce que quand on est très en colère, des fois on n'y arrive pas, à faire cette distinction en essayant de préserver l'autre, même s'il t'a beaucoup énervé, en disant que tu te sens énervé ou tu te sens particulièrement, agressé, par la réaction, de l'autre. Ce qui à peu près revient à dire la même chose de dire, «Je vous interdis de m'agresser», mais dit différemment parce que le message est le même, sauf que dans la manière dont tu vas porter ce message-là, il y a une position qui va préserver l'intégrité de l'autre, en fait et ça, c'est hyper important. Parce que dans les négociations, ce qui nous fait défaut souvent, c'est l'ego et quand l'ego est fragilisé eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, tout à fait. J'aime bien ta définition de l'empathie, de comprendre, les émotions de l'autre sans se l'approprier pour justement ne pas tomber dans la compassion. Ouais, mais ça, c'est hyper important et c'est ce qui nous permet, nous, de garder le cap parce que Mmh. sur les situations, que l'on a vécues, autant te dire que, il fallait qu'on dépose notre casquette de policier parce qu'on est il y a pas plus normatif que nous, voilà, on a le code pénal, on a le code de procédure pénale, on est policier, on arrive quelque part, c'est facile, hein, de dire, article tant du code de procédure pénale, ce que vous faites, c'est interdit par la loi. Mmh? Une fois que tu as dit ça, que tu as posé le cadre, l'autre peut te dire: «Je le sais et je m'en fous», en gros, quand c'est pas pire. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, il est dans cette situation-là, peu importe ce que j'en pense, ce qui est important pour moi, c'est de le sortir, de l'extraire de cette situation. Pour l'extraire de cette situation, il va falloir que, je crée les conditions idéales du contact, de la confiance, que j'essaye de comprendre ce qui se passe chez lui, de voir mécaniquement comment je peux l'aider et lui offrir une option pour la sortie qui va, alors quand je dis lui offrir une option, c'est, mettre les conditions à sa portée pour qu'il décide à un moment donné de sortir par lui-même. Ça veut dire que ce que je pense de ce qu'il a fait, c'est pas un sujet. Parce que si je commence à penser, ce qu'il a fait, je ne veux même pas parler des terroristes, je veux simplement parler du père de famille qui vient tuer ses enfants, pour faire souffrir sa femme qui a demandé le divorce, autant te dire que là, aucun d'entre nous n'a envie de négocier, tout le monde a envie d'aller Mmh. le chercher. Sauf qu'à ce moment-là, ça nous appartient pas à nous. Nous, on est ce maillon de la chaîne à qui il n'appartient pas de juger. Donc nous, notre job, c'est de le faire sortir pour que ceux dont c'est le métier puissent à un moment donné, eh ben, le juger. Donc nous, notre job, ça va être de comprendre ce qui s'est produit, ce qui l'a amené à l'action pour essayer de le projeter sur la sortie, réussir à le faire sortir et le traduire devant les tribunaux. Comment tu, repères les signaux faibles? Tu en parlais tout à l'heure, j'ai pas voulu te couper sur, l'intonation, sur le silence, sur les hésitations et surtout, comment tu les exploites, si je puis dire, à ton avantage? Mais ça, tout ça, ça fait partie effectivement de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le paraverbal,
Alors soit on est en contact face à face et là, très vite, on va pouvoir voir le Le non-verbal qui non-verbal s'exprime, hein, clairement. et ça, c'est Soit royal pour vous? oui, oui, là, c'est alors c'est royal pour nous, mais ça veut dire qu'il peut observer aussi notre non-verbal. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que quand tu consens à un contact face à face, tu dois être conscient que qu'une partie de ton corps peut parler indépendamment, de ta volonté. Donc il faut être très précautionneux avec ça, mais encore une fois, on s'entraîne pour ça. Quand on n'a pas cette chance, parce que c'est quand même, intéressant d'être en face à face, quand on n'a pas cette possibilité, on va rester très focus sur ce qu'on entend évidemment, mais c'est surtout la manière dont on entend les choses ou la manière dont est porté le message. Ça, c'est hyper important et là, on va, s'intéresser à tout, tout, l'intention, l'émotion dans la voix, les intonations de voix, les rythmes, dans la voix, les silences, les phrases sibyllines. Les phrases sibyllines, c'est, «OK, j'aurais pas ça. OK, très bien» et là, tu peux imaginer qu'il y a 3 petits points derrière, mais c'est pas ce que ça veut dire. Donc grave, pas grave, porter son attention, risque plus ou pas, des états soudains qui s'améliorent. Nous, on travaille beaucoup avec les suicidaires, donc des et il y a dans les suicides ce qu'on appelle le raptus du suicide. Donc tu vois, ils sont pas toujours le suicidaire, il est pas il a pas un comportement linéaire. Il y a un coup, il est en haut, un coup, il est en bas, un coup, il est en haut, un coup, il est en bas et ça, il faut repérer en fait, ces mouvements qu'on entend, notamment dans la voix, mais dans l'énergie aussi, qu'ils ont ou qu'ils n'ont plus et un état soudain qui s'améliore, quelqu'un qui tout d'un coup, hem, a l'air d'aller beaucoup mieux. Chez nous, c'est un risque plus parce qu'on se dit: «Hop, hop, hop, ça se trouve, il est en paix tout d'un coup parce que ça y est, il a acté la décision et il sait qu'il va le faire». Mmh. Donc ça fait partie de ces choses où on se dit: «On va pas maintenir la négo». Tu me demandais tout à l'heure, quand est-ce qu'on sait qu'on a pu, on peut plus négocier et cetera. Ça fait partie des risques chez nous, des signaux faibles qui nous laissent à penser que, heu, prendre le risque de continuer à négocier, c'est prendre le risque de le perdre ou d'avoir un comportement auto-agressif et l'idée, c'est de l'en empêcher, hein, parce qu'il y a le comportement hétéro-agressif, mais auto-agressif aussi sur des gens qui sont tout seuls, on est là aussi pour leur sauver la vie, hein, c'est quand même notre métier. Donc l'idée, c'est, bah, peut-être là, de dire à un moment donné qu'il faut peut-être donner un assaut parce que le risque est grand, qu'il y ait un passage à l'acte imminent. Alors, tu donnes beaucoup de formations, justement. Est-ce que tu peux nous donner des patterns ou des tactiques que tu utilises souvent, pour, voilà, pour justement, les questions ouvertes, reformulation, ce genre de choses qui peuvent être utilisées, que ce soit en entreprise ou dans d'autres Ouais. cadres? Bah, alors là, on va travailler essentiellement avec ce qu'on appelle les techniques d'écoute active, parce que c'est le socle, heu, des négociations. C'est vraiment les techniques sur lesquelles on va s'appuyer pour reprendre du contact. Alors tu as plein de choses dans les techniques d'écoute active, tu tapes sur internet, brrr, tu vas avoir toute une flopée et après on les utilise pas toutes. C'est-à-dire que alors moi je c'est quand je donne des formations, je leur dis toujours: «Je vais vous en présenter quelques-unes, mais la vraie règle, c'est d'utiliser celles avec lesquelles vous êtes le plus en phase, celles qui vous semblent les plus naturelles et celles que vous allez pouvoir utiliser de manière, naturelle et spontanée. Si tu essayes de prendre une technique trop compliquée ou que tu as pas forcément bien pris en compte, elle sera contre-productive. Parce qu'il y a une partie de toi qui va pas savoir comment l'utiliser et ça va pas forcément avoir la portée, qu'elle devrait avoir. Donc il y a des techniques assez simples sur, reconnaître un silence, émettre un silence, utiliser des messages «Je me sens particulièrement insulté par vos propos», par exemple, plutôt que de dire, «Je te trouve particulièrement insultant». Vous voyez? Heu, on dit à peu près le même message, mais on le dit pas du tout de la même manière, ça change tout. Le tutu, comme on dit. Eh oui, non, mais exactement. La reformulation, c'est hyper important. Ça montre à l'autre que j'écoute, mais en plus, je comprends. Donc ça, c'est hyper important. Ça permet aussi de resituer ou de redonner un peu de contenu ou de contexte, ou voire parfois de remettre un peu les choses dans un certain ordre, ou de reformuler avec tes propres mots, ce qui te permet d'utiliser des mots qui te semblent importants pour toi à ce moment-là. Parce que ces mots qui te semblent importants pour toi vont être aussi de l'ordre de l'influence et vont venir mécaniquement influencer une partie, hem, enfin ton interlocuteur parce que tu vas utiliser des mots que tu as envie qu'il entende et qui vont venir s'imprimer quelque part. Donc tout ça, c'est important. On va utiliser les associations ou les critères d'identification, c'est-à-dire utiliser des, des exemples de notre quotidien ou de notre vie privée parce qu'on est en paix avec ça, parce que c'est pas trop invasif.
parce qu'on pense que ça a un vrai, intérêt dans la relation et que ça peut nous permettre de réduire la distance entre lui et nous. Donc on a toutes ces techniques d'écoute active qui vont nous permettre de globalement prendre en compte le les, les, notre interlocuteur. Tu disais tout à l'heure les questions, les questionnements, heu, on évite de faire trop, trop, trop de questionnements parce que, on n'a pas envie que ce soit un interrogatoire. L'idée, Mmh. c'est de poser les bonnes questions pour obtenir des informations essentielles qui vont nous permettre de comprendre, qui vont nous donner des clés de compréhension. Alors on va utiliser des questions ouvertes, des questions fermées parce que des fois ça s'impose et puis plus on a envie d'en savoir, plus on va poser des questions ouvertes. Si je dis à quelqu'un, «Est-ce que tu veux bien m'expliquer quand est-ce que ça a commencé?» S'il me dit: «Non», je suis obligée de poser une autre question. Si je lui dis, «À partir de quand ça a commencé exactement?» et bien là, il peut pas me répondre ni par oui ni par non. Donc il va rentrer dans du contenu et ça, c'est important. C'est important parce que ça l'aide aussi à, à se positionner, à donner des informations. Ça, c'est hyper important et puis ce qui est important aussi, c'est que, tu l'auras compris, en police, on rares sont ceux qui, ont envie de nous parler tout de suite. Donc des fois, ils nous disent: «J'ai rien à vous dire, je veux pas parler à la police» et cetera. Bon ça, c'est un peu normal. Enfin, c'est notre quotidien, j'ai envie de dire et donc là, l'idée, c'est puisqu'on n'arrive pas à aller prendre de l'information, c'est d'injecter de l'information. C'est-à-dire de partager avec eux la perception ou les informations que l'on a déjà. Et ce qui est intéressant parce que quand c'est pas vrai ou quand c'est erroné, ils ont à cœur souvent de recontextualiser. Et tu vois, tout ça, ce n'est jamais malveillant, jamais. C'est-à-dire que on le fait parce qu'on comprend qu'à ce moment-là, la négociation est probablement le meilleur outil pour sortir d'une crise sans bobo. Donc la négociation est un outil extrêmement puissant pour, résoudre un conflit ou une situation extrêmement dégradée qui va nous permettre de poser des intentions, de poser des émotions. Moi, je dis souvent, j'appartiens à cette catégorie de négo qui pense que 50 du job, il se fait dans ta posture, dans ta capacité à comprendre, à être en ouverture, à jamais être dans le jugement, à comprendre ce que sont tes émotions avant d'essayer de comprendre pourquoi lui il fait ça, pourquoi il pense comme ça et cetera. Parce que moi, je le dis très souvent quand les gens me disent: «Mais comment on fait pour calmer quelqu'un qui est énervé?» Je dis: «Mais il est énervé de quel point de vue, en fait?» Si ton collègue, il est à côté de toi, il peut te dire: «Mais pas du tout énervé, tu vois pas qu'il est hyper stressé, en fait. C'est pour ça qu'il parle vite, c'est pour ça qu'il parle fort, mais j'ai pas l'impression qu'il soit, vraiment énervé». Bon, ben, voilà, 2 collègues, 2 perceptions différentes. Mauvaise analyse. Ouais, ou alors en tout cas, c'est je sais pas si c'est une mauvaise analyse, mais c'est une analyse Mmh. qui peut t'emmener sur un chemin qui peut ne pas être le bon parce que tu es sur l'ordre de la perception. Et c'est ça qui est hyper important. C'est avant de me dire: «Il est comme ci, il est comme ça», mais qu'est-ce que ça renvoie chez moi? Qu'est-ce que ça dit de moi et de ma capacité à comprendre ce qui est en train de se passer chez moi avant d'essayer de gérer l'autre? Et justement, la partie, préparation, psychologique ou mentale, tu en parlais, sur la partie sportive de haut niveau, mais là, plus particulièrement sur les missions. Comment tu te prépares, toi, avant une mission? Est-ce que tu as un rituel à partir du moment où vous savez que vous êtes déclenché, je ne sais pas si on dit ça comme ça, dans ce corps de métier également, vous êtes déclenché pour aller en intervention, où tu vas avoir ces, quelques minutes pour te préparer et peut-être, 10-15 à 30 minutes de route un peu plus. Comment tu rentres dans ta bulle et comment tu te prépares psychologiquement et mentalement, juste avant une mission? Alors moi, j'écris beaucoup. D'abord, je OK. respire, et après j'écris. C'est-à-dire que j'écris, toutes les informations que j'ai, à quoi ça renvoie, ce que je peux utiliser, ce qu'il faut que j'évite de dire dans un premier temps, comment je vais me présenter. Et donc j'écris et après je répète et je te dis, je parle à voix haute moi, donc je parle blablabla. Parce que déjà quand je parle, Les collègues devaient se marrer à côté. je ventile. En fait, on fait tous un peu ça, en tout cas l'équipe avec laquelle moi j'avais l'habitude de travailler, on fonctionnait beaucoup comme ça et puis surtout on se parlait entre nous et tu vois, moi je me souviens, j'ai une idée hyper précise d'une des inters sur laquelle on part et je sais pas pourquoi ce jour-là, le psy me dit: «Putain moi je suis en train de me conditionner sur le fait qu'il va se jeter». Le gars là, il y a tout pour qu'il se jette. C'est un gars qui s'était accroché à la rambarde de son 6e étage là et qui menaçait de se jeter et je sais pas pourquoi ce jour-là, mon collègue, il part bille en tête qu'il va se jeter et je lui dis: «Mais arrête de me dire ça!» Je lui dis: «Parce que si je commence à me dire qu'il va se jeter, il y a une partie de mon cerveau qui va partir, Mmh. un peu, défaitiste en se disant: "Le gars, il va se jeter, quoi". Donc moi, j'ai fait exactement l'inverse. Je me suis dit:
il va pas se jeter en fait, parce qu'on va travailler pour pas qu'il se jette et donc moi j'ai travaillé en ce sens-là et je lui ai dit: «Arrête de me partager ça ou alors garde-le pour toi» et ça c'est hyper important et c'est on se connaît extrêmement bien, on travaille tous ensemble. Ça m'est déjà arrivé de me fâcher très fort aussi, avec mon chef de groupe, un de mes chefs de groupe à l'époque, parce qu'on n'était pas du tout d'accord et là on était c'était ça devenait personnel, c'était même plus pro et là tu disais: «Les collègues, ils doivent te prendre pour, on avait le notre chauffeur qui était là et qui commençait à nous regarder dans le rétro en disant: «Putain, ça va pas du tout, la négo, qu'est-ce qu'ils ont à la négo?» et donc tu vois, c'était hyper fort et puis quand on est arrivé sur place, c'était terminé. C'est-à-dire que notre objectif, il était en face, notre vision, on la connaissait par cœur et là, on a mis à plat tout ce qu'il fallait mettre à plat pour bosser et on a hyper bien bossé et on a récupéré, les gens et puis après on est reparti parce qu'on n'avait pas terminé et qu'il fallait que ça sorte et ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut crever le ballon. Parce que si tu ne le fais pas, ça revient comme un boomerang et moi, tu vois, je me suis contenue pour le job et bien après c'est revenu. Donc c'est normal. Donc il faut que ça sorte à un moment donné, il faut que tu puisses t'exprimer parce qu'il était hors de question que ça nous pollue, la relation et que la terre d'après, il fallait qu'on parte neutre de tout ça ou en tout cas vierge de tout ça. Donc les émotions, elles doivent s'exprimer et tu dois pouvoir expliquer ce qui va pas ce et l'autre doit être en capacité de l'entendre aussi. Alors entre négo, généralement on y arrive quand même, mais c'est pour Si dire vous n'y arrivez pas, on est mal barrés, nous. ouais, ouais, c'est et encore, on n'est que des êtres humains, donc ça veut dire que nous aussi, ça nous arrive, tu vois, Bien sûr. d'être impactés, c'est normal. Mais généralement, on se reprend quand même. Voilà. Et le débriefing justement après la mission, je parle pas avec ton collègue, mégo où vous Ouais. prenez le bec à titre personnel, mais d'une manière générale, à la partie débriefing, comment vous analysez et surtout toi, humainement, comment tu digères ce que tu as vécu? Parce que quelquefois, comme tu le dis, ça se finit bien et puis tu as fait 13 ans si je dis pas de bêtises, mais Mmh. tu as dû avoir, tous les types de situations, de typologies qu'on peut imaginer à chacun, dans notre cerveau. Comment tu digères ce que tu as vécu et comment tu te nourris aussi de ça pour en faire un réex et t'approprier? Alors d'abord, on a ce qu'on appelle la tradition orale, ce qui est quand même indispensable, c'est-à-dire qu'on se parle. Tu as des défusings, c'est-à-dire que soit tu as eu il y a eu un incident, quelqu'un a été blessé, une ouverture de feu, peu importe, avant de reprendre mais avant même de repartir, du lieu, on va diffuser. C'est-à-dire qu'on va poser un peu là, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur. Il faut savoir que quand on est d'astreinte, on est rappelable au coup de sifflet, donc une affaire en chasse une autre. Donc l'idée, c'est de partir, un peu, la tête libre de la précédente. Donc on va diffuser. Puis après on a les débriefings, puis après on a les retours d'expérience. Donc les débriefings, on a mis un peu de temps avant de pouvoir les faire correctement, hein, parce que c'est important de se dire qu'est-ce que c'est qu'un débriefing, mais qu'est-ce que ça n'est pas? Un débriefing, c'est pas un tribunal, c'est pas là où on règle ses comptes, c'est pas là où on pointe du doigt des responsables ou des fautes. Ça, on essaie de faire en petit comité. Donc on essaie de purger un peu nos émotions en petits groupes, donc souvent par spécialité. Si on a des fautes à reprocher à quelqu'un, on va plutôt le faire, avec, son chef de service, directement, son manager, son chef d'équipe, voilà. Pour que justement, en débrief, quand toutes les spécialités vont revenir, et bien qu'elles aient déjà débriefé au niveau de leur spécialité, d'abord pour avoir un discours assez clair et surtout constructif qui va servir à tout le monde. Et donc dans ce débriefing, et ben on va avoir un maître loyal, donc quelqu'un qui va animer les débats pour nous permettre de venir chacun avec notre petit, morceau de puzzle pour reconstituer l'intégralité du puzzle. Pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné, qu'est-ce qu'on est amené à faire toujours plus de ce que l'on sait déjà très bien faire parce qu'on va capitaliser sur ce qu'on sait faire très bien et puis comment on améliore l'existant et puis est-ce qu'il y a, des process à repenser ou à éviter de mettre en place? Et ça va servir au prochain. Donc le rétex, c'est ce qui va être porté à connaissance de l'intégralité de l'unité. Parce qu'aujourd'hui, c'était nous, mais demain, ce sera l'équipe, 2, 3 ou 4. Et il faut qu'elle parte avec la connaissance de ce qui s'est produit, pour qu'elle, à minima, elle ne reproduise pas les mêmes erreurs et qu'elle profite justement de l'expérience de ceux qui étaient sur une intervention. Parce que ça vient alimenter l'organisation. Donc les débriefings, ils sont, particulièrement techniques, donc on va le faire soit avec des psys, individuels ou collectifs, quand il y a nécessité. Ça, c'est souvent sur des ouvertures de feu quand il y a eu des blessés ou enfin, faire venir les psys ou des affaires qui ont été très impactantes.
comme celles que tu peux imaginer et puis sinon on va faire des débriefs de spécialité et ensuite le débrief avec tous ceux qui étaient sur place et après en rétex, on va communiquer au plus grand nombre, heu, l'affaire parce que ce qui est important, c'est que quand tu rentres dans une unité, moi, il y a plein d'affaires que je n'ai pas vécues, hein, avant, mon entrée au RAID. Moi, j'ai été sélectionnée en 2003, je suis entrée en 2004. Bah, tout ce qui s'est produit entre, 85 et date de la création et 2003, bah, j'y étais pas. Par contre, je connais les affaires, je peux en parler parce que j'ai eu connaissance des rétex et ça, c'est hyper important. Tu ne peux pas, c'est une injonction. Il me semble compliqué d'intégrer une organisation sans en connaître l'histoire. Parce qu'il faut se l'approprier l'histoire de l'organisation dans laquelle on évolue. Et justement, toi, sur ces 13 ans de 2004 à 2017, hem, ça a été des années aussi riches, pour vous avec, l'arrivée, du terrorisme et de tout ce que l'on connaît et ce que l'on vit. Heu, Comment tu as vu l'évolution entre ton entrée au bout de 13 ans, de la radicalisation, du profil de gens que vous avez en face et est-ce que vous étiez, je vais pas dire pas préparé parce que vous vous préparez à toute situation, mais est-ce que vous attendiez à ce genre d'événement, hem, à cette époque? Bah, écoute, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, on se prépare à tout. Ça ne veut pas dire qu'on imagine tout. Par contre, on se prépare à: «Et si ce qui arrive, on l'avait pas vu venir?» Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui mécaniquement, tu sais, quand tu arrives sur, une situation de crise que tu as jamais vécue, la seule chose sur laquelle tu peux te reposer, c'est sur ton collectif et c'est sur la croyance, que tu as en eux, la confiance que tu as placée en eux et la connaissance de leur capacité à réagir à un événement parce que tu sais que tu es avec des pros et que chacun, à son niveau, connaît son job et connaît son métier. Donc c'est ce qui nous permet d'aller sur des situations qu'on n'avait même pas imaginées parce que la seule certitude que l'on a, c'est qui on est et comment on travaille. Donc ça c'est hyper important. Alors bien sûr qu'on a vu, les choses évoluer et bien sûr qu'on s'adapte aussi à notre menace et on évolue constamment en même temps que la menace et on ne le fait pas que sur notre terrain parce qu'on est, on travaille et on communique énormément avec nos pairs, hein. Le monde de l'intervention, c'est un très grand monde international et donc on puise aussi, des nouveautés et des techniques auprès de nos pairs. C'est-à-dire que, tu vois, nous, par exemple, on a été visés, au même titre que les Anglais, au même titre que les Belges, sur une certaine période où on a été vraiment des pays d'Europe, extrêmement impactés par le terreau. On s'est exportés dans le monde entier pour pouvoir communiquer sur ce qu'on avait compris de cette situation en termes de négo et d'intervention, pour que eux, les prochains, se préparent à ce qui allait arriver. Donc on fait ça tout le temps. Donc c'est comme ça qu'on évolue. C'était quoi, enfin, je sais pas si tu peux en parler, ta 1re intervention terroriste, à toi et en quoi elle t'a marqué? Parce qu'après bon, comme tu as dit, il y en a eu d'autres malheureusement, mais comment vous, vous l'avez, reçu et perçu cette première fois entre guillemets, Bah, moi, à titre perso, parce que des attentats terroristes, on se rappelle des derniers, mais il Oui, y en il a y en a eu eu, plein. bien sûr. Donc me concernant, moi j'étais là entre 2012 et 2017. Donc voilà, 2012 tu as Toulouse, ensuite, tu as les attentats, qu'ont connu, Paris, les terrasses de café, le Bataclan, évidemment, tu as, Magnanville. Donc voilà, tout ça, ce sont tu as Saint-Étienne-du-Rouvray, enfin voilà, sur toutes ces situations, on était là. Comment on les a vécues? On les a vécues comme on doit vivre nos interventions, c'est-à-dire qu'on a traité une attention particulière eu égard au contexte, mais pas, moindre ou pas plus que les autres parce qu'encore une fois, tu sais, tu peux jamais dire qu'il y a de moi souvent des fois j'entends dire: «Ah mais ça c'était une petite affaire», mais je dis: «Mais non, en fait, c'est quoi la petite affaire?» Il y a que quand tu as terminé ton inter que tu peux dire que c'était pas un truc Mmh. énorme, mais on part toujours avec la même intention, toujours. Celui de la négociation de 16 heures, c'est pas l'affaire la plus médiatique, mais je pense que, celle qui vous a On a aussi tous marqué vous. vécu, Ben voilà, voilà. exactement, exactement. Après, on a vécu Dammartin avec nos collègues, du GI, on a, les pères cachers, donc tout ça donc oui, c'est des situations, qu'on a vécues et toujours avec la même intensité parce que, on n'a pas le droit, de partir en se disant, «Ça se trouve, c'est un petit truc» ou «Ça se trouve, voilà donc après on s'adapte à la réalité du terrain et c'est Bien après sûr. que quand on va au résultat, on se dit:
Ouais. Et est-ce que, ça communique entre services? Je m'explique. Est-ce que, donc après, ça a été su qu'il y avait ces menaces qui arrivaient et qu'il y avait eu des repères qui avaient été faits par la DGSE ou la DGSI. Mmh. Est-ce que vous avez par exemple, des notes de service qui vous disent: «Attention, on est» alors ce que nous, le grand public, on connaît avec les 4 barèmes, les Mmh. alertes rouges et cetera. Est-ce que vous, des fois, on vous informe, on vous dit: «Attention, on a ce typologie de profil-là qui peut arriver», je vais pas dire préparez-vous, mais, mettez-vous en Oui, ordre de c'est marche par rapport à je ça? vais pas rentrer trop sur le sujet, mais les services français communiquent. Mmh. Ouais, bien sûr. Ça vous aide, c'est déjà ça. Heureusement. Heureusement que ça communique. Oui, mais tu sais, il y a eu beaucoup de critiques après, une partie des attentats en disant: «On comprend pas, c'est tout le temps des» j'entends, hein, c'est pas une critique, j'entends les gens qui s'offusquent parfois de dire: «Et pourquoi il était fiché? Pourquoi est-ce qu'on a levé la surveillance sur ces gars-là puisque 2 jours après ils ont fait des attentats?» C'était sûr et cetera, mais il faut imaginer ce que ça représente, la surveillance d'un individu, et l'engagement, humain, que ça nécessite. Donc des fois, encore une fois, bah, tu as des dossiers qui sont plus importants que d'autres. Des fois, tu abandonnes les surveillances au profit, d'autres qui te semblent à ce moment-là plus importants et voilà. Mais on ne se rend pas compte, je crois, de la capacité et de l'importance et du boulot et de la compétence de ces services-là et de ce qu'ils fournissent. Enfin, c'est impressionnant. Moi, je suis extrêmement admirative de nos services de renseignement français. Mmh. Ouais, et puis c'est un travail de fourmi et un travail de l'ombre en plus, donc pour percevoir le travail qui est fait par ces gens-là, c'est très compliqué. Alors j'avais une question par rapport à ton côté formatrice, aujourd'hui. Si tu devais faire un cours de négociation de crise auprès de dirigeants d'entreprise, par exemple, ou pour un public non spécialiste, comment on pourrait appliquer, les techniques de négociation au quotidien, que ce soit dans notre travail, Ouais. à titre perso, avec les enfants, sait-on jamais, parce que il y a aussi Ah, certaines parallèles qui marchent. ouais, non, bien sûr, je le prendrais pas forcément sous l'angle de la négo-crise, parce qu'en fonction La du négo tout court, public, ouais, voilà, tout à la fait, négo tout tout à fait. court, mais l'idée, c'est de nous, on a tout ce corpus là qui nous est arrivé des anglo-saxons, qu'on a gardé comme un très gros fil rouge et dont on s'est rendu compte qu'il était largement transposable aux univers privés. Ce qui demande quand même beaucoup, de travail pour le rendre accessible à l'univers privé. Parce que quand tu as fait comme moi de la crise, pendant toutes ces années, il faut faire attention quand tu déploies tes techniques ou quand tu donnes des exemples, parce que les gens ne se retrouvent pas forcément dans cet univers et heureusement pour eux. Moi, c'est ce que je leur dis tout le temps, hein, c'est bien que vous ayez pas affaire à nous et que vous ayez pas le même type de négo, à gérer. Pour autant, ça ne veut pas dire que leur négo, ait moins d'impact, moins de stress, moins d'engagement, moins d'enjeux, pas du tout. Les enjeux, ils sont liés à ton organisation et quand toi, tu gères des millions ou des milliards, quand tu es sur des fusions-acquisitions, quand tu es, sur des enfin, sur des négos, commerciales, tu te fous de savoir qu'à côté de toi, il y a peut-être un groupe d'intervention qui est en train de négocier pour la vie de quelqu'un. C'est pas ton sujet et le stress ou les intentions, les doutes, les questions, la prise de décision, que va générer, ta négo, elle est aussi importante pour toi à ce moment-là dans ton univers que nous dans le nôtre. Donc en fait et ce qui était important, c'est de pouvoir se dire: «En fait, ce que je dois leur apporter à ces univers qui sont différents du mien, c'est comment je dois, me préparer, conduire une négociation». Donc comment je prépare ma négo? Comment, je travaille dans ma négociation? Et puis qu'est-ce qui se passe, à la sortie de cette négociation? Et donc ça, c'est hyper important. Donc on va travailler en fait tous ces aspects-là, notamment de, pourquoi est-ce que tu rentres en négo? Qui est ton interlocuteur? Est-ce que tu sais ce que tu cherches à négocier? Est-ce que tu sais ce que va te demander, ton interlocuteur? Est-ce que tu as conscience, en fait, du besoin que tu cherches à obtenir dans cette négociation? Et puis on va, à partir de là, travailler sur, heu, quel est ton enjeu? Comment tu peux y arriver? Quelle est ta position par rapport à ça? On parle de rapport de force, beaucoup dans ces univers-là, mais comme dans le nôtre. Quelles sont les stratégies, que tu peux, associer? Est-ce que tu arrives à te mettre à la place de ton interlocuteur? Est-ce que tu arrives à imaginer, heu, de quoi il a besoin? Quel va être son non négociable? Qu'est-ce qu'il va pouvoir peut-être te proposer en alternative? Parce que c'est accessoire pour lui et que ça compte pour la relation. Idem pour toi. Quelles sont les choses sur lesquelles tu peux être challengé et sur lesquelles il va falloir que tu te prépares? Nous, on avait un système qui nous vient des Anglais qui s'appelle le Bunch of Five et qui est l'anticipation au dialogue. Notamment, pourquoi, 5 points? C'est parce que tu vas
mécaniquement te dire: «Je suis presque sûre qu'il va venir me chercher sur cette question-là et ça va me poser une difficulté, donc comment j'y réponds?» Et là, je me fais un petit argumentaire en 5 points. Pourquoi 5? Parce que généralement, quand tu as priorisé tes 5 argumentaires et que tu as déjà balancé le premier, le deuxième, le troisième, tu vas rarement jusqu'à 5. Ça a cet effet assez positif de: «Je le savais, mais j'ai anticipé, je me suis préparée, j'ai déjà des réponses toutes faites». Ça me permet de rester, droite dans mon verbal, dans mon non verbal parce que je me suis préparée, donc je viens gommer cet effet de surprise qui, lui, généralement, va être, c'est ça qui va te déstabiliser le plus. Donc si tu n'as pas cet effet de surprise et puis tu as aussi la gestion des émotions qui est beaucoup plus simple à prendre en compte, parce que dès que tu es challengé, tu dis: «J'ai la réponse à ça parce que je savais que ça allait me poser». Combien d'entre nous sont sortis d'une négo en disant: «Putain, je l'ai pas vu venir alors que je le savais que ça pouvait arriver, je m'étais pas préparée et je me suis fait challenger là-dessus bêtement». Ou alors combien, d'entre nous, ont eu la répartie ou la réponse toute faite après être sortis d'une négo ou d'une dispute? Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé en disant: «Putain, sur le coup, j'ai pas su quoi répondre» et en rentrant chez moi, c'est venu tout seul: «Putain, mais tu aurais dû lui dire ça!» «Eh Eh oui, oui. mais tu l'as pas fait». Donc tout ça, ça se prépare et ça s'anticipe, sachant que tu n'anticiperas jamais tout. Mais l'avantage, c'est que tout ce que tu auras pu préparer, anticiper, c'est 0% de ton énergie. Ta bande passante qui est littéralement intacte, justement pour pouvoir te préserver ou te préparer sur le petit truc que tu auras pas venu et qui va arriver, où là, ça va mobiliser 100% de tes capacités, cognitives pour te dire: «Comment je réponds à ce truc-là?» Mais si tu arrives cramé en bout de course sur des trucs que tu aurais pu anticiper, c'est un peu dommage. Et moi, je vais, particulièrement, évidemment, travailler ces sujets-là, mais 50% de ma formation, je le fais sur la posture, sur les émotions, sur le savoir-être, en ego, parce que l'un ne va pas sans l'autre et que tu peux être le meilleur technicien du monde, si tu as pas compris que la technique, elle ne vient servir qu'un état, et bien, ça peut être complètement contre-productif si tu as une super technique, mais que tu as pas la bonne posture. Ce que les gens, quand nos négociations n'aboutissent pas, c'est rarement du fait de la technique, c'est souvent du fait de l'humain. Donc l'intention que tu mets dans la négociation et ta capacité à savoir créer du lien et à préserver ce lien, il est aussi important que les techniques que tu vas mettre en place. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et justement, en contrario, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné, dans ta vie? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, qui, sur le moment ça a piqué et puis avec le recul, tu t'es dit: «Ouais». C'est que, alors il y en réalité, il y en a 2 dans mes négos. C'est que et ça, j'ai beaucoup travaillé avec le psy avec ça. C'était que la solution, elle venait surtout de l'autre et je suis devenue meilleure en négo quand j'ai arrêté, d'essayer de tout solutionner à leur place. C'est-à-dire que, tu as toujours des gens qui viennent alors quand les gens te demandent ton avis, tu partages ton avis, mais ça veut pas dire que c'est toujours vu de ta fenêtre. C'est très difficile de dire: «Moi, à ta place, je ferais» parce qu'on n'est pas à leur place, quoi qu'il arrive. Donc de mon point de vue, de ma perception, si c'était moi qui étais dans cette situation, ou sans doute je ferais ça parce que c'est juste pour moi. Mais la solution, elle est efficace quand elle vient de l'autre. Donc moi, j'ai compris ça et quand j'ai compris ça, ça a été essentiel. Je l'ai compris un jour sur un exercice de forcené, suicidaire où, c'était le psy, hein, qui me challengeait, qui est quand même pas mal et à un moment donné j'avais une petite besace avec plein de solutions et évidemment, il a contrecarré toutes mes solutions et à un moment donné, il m'a dit: «Tu es où là?» Je lui dis: «Bah, je suis dans le puits». Il me dit: «Ouais, tu es au fond du bol avec moi. Maintenant, tu viens de me donner tous les arguments pour dire que ma situation, elle était inextricable. J'ai pas le choix, en fait, que de passer à l'acte». Et c'était pas du tout mon intention évidemment, mais j'étais en train de lui donner en fait à la quand j'ai épuisé mon stock de solutions, je n'avais plus de solution pour son problème. Donc en fait, l'idée, c'est pas ça, c'est de réintroduire du choix, faire le pas de côté, changer la perception plutôt que d'essayer de trouver les solutions à la place de quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens. Donc ça va avec l'argument de dire: «N'essayez jamais de convaincre vos interlocuteurs». Parce que quand vous le faites, ça veut dire que vous pensez à leur place et une partie de ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent ne compte plus. Donc ce que vous croyez être bon pour vous, c'est sans doute bon pour vous, mais c'est rarement, partagé par l'autre. Donc ça, c'est les conseils qui m'ont été, vraiment, puissants. Ça, c'était le premier. Tu m'as dit qu'il y en a eu 2.
C'était oui, de pas essayer de convaincre et ne pas, trouver la solution pour les autres. Et le deuxième, mais je crois que je l'ai mangé. Heu, Toi tu pourras couper, hein. Mais ce bon, on le gardera, ce sera la surprise ou peut-être que vous les découvrirez, dans le livre, que tu as écrit, qui est sorti il y a quelques années, Ouais. chez Marais Éditions. Tu es l'autrice donc de La Voix du Raid, Oui, le deuxième. négocier pour sauver des vies, oui. Mais le deuxième, c'est un peu en lien avec ce que je t'ai dit, c'est de prendre conscience que, les gens, tes interlocuteurs, ont autant de raisons que toi de vouloir obtenir ce qui leur semble juste. Et c'est Mmh. quand tu as compris, en fait, ça, que ce que l'autre cherche à obtenir est aussi important que toi, c'est là que tu gommes un peu ce biais ou cette facilité de vouloir convaincre l'autre et c'est là que tu essayes de trouver un point de convergence pour te dire: «Ça, c'est important pour lui, il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, on a besoin l'un de l'autre pour réussir, donc on va collaborer parce que cet interlocuteur n'est pas mon ennemi». J'aimerais finir sur une chose parce que tu n'en parles jamais, alors je vais le faire pour toi. Tu as reçu l'Ordre national du mérite en 2019 pour, toutes, tes actions et ta carrière, au sein du RAID et je me suis rendu compte que tu as aussi une distinction de la part du FBI. Est-ce que tu peux en parler? C'est dû à quoi? Alors c'est sur le retour d'expérience notamment de nos attentats et en particulier d'une affaire dont je ne parle quasiment jamais, heu, qui, nous a permis de sauver, voilà, un otage et en fait, c'était très, j'avais fait en fait, j'étais intervenue en fait à Washington devant 350 négociateurs du FBI, notamment pour, ces retours d'expérience-là. Un partage, hyper dense, hyper riche qu'on a réservé qu'aux opérationnels. Donc on n'a pas, voilà, parce que ça n'avait de sens que pour les opérationnels, des gens qui font notre métier et qui avaient besoin de savoir justement pour les préparer à l'avenir. Et ils nous ont fait un retour absolument extraordinaire puisque, ils nous ont dit notamment, tu sais, c'est rare que les États-Unis t'appellent pour dire: «Venez nous former sur un truc», hein. C'est et donc là, ils ont mis à l'honneur, en fait, l'expertise de la négociation française et donc moi en particulier, parce qu'en l'occurrence, c'est moi qui étais là et voilà, ils m'ont fait une belle plaque d'ailleurs, en verre, en disant que voilà, ils me comptaient parmi les meilleurs négociateurs, voilà, dans cette belle communauté des négociateurs et donc ils ont tenu à distinguer, heu, voilà, ma carrière au sein de l'unité donc C'est chouette c'était un bel hommage, ouais. et sur lequel tu t'attendais pas en plus j'imagine donc c'est chouette. Ah non, bah, non, non, C'est pas du encore tout, plus hein. prenant. Bah, ouais, ouais, bien sûr, hein. Surtout venant d'eux. Alors maintenant, j'ai évidemment des amis, au FBI, mais voilà, c'était toujours un plaisir, que j'ai retrouvé sur des formations, ensuite à l'étranger, notamment en Espagne, où on a été, quelques-uns, à venir sur une formation, pour nos collègues espagnols et où là, tu retrouves, ben, l'agent spécial untel, voilà, des gens aussi, des collègues qui viennent du Mexique, qui ont une expérience de dingue, sur les enlèvements, des vrais opérationnels pur jus, qui font ça tous les jours, et voilà, où quand tu les vois, tu deviens, tu es humble et tu es tout petit parce que tu te dis: «Ouais, il y a nos situations, mais purée, hein, dans le reste du monde, il y a des situations de chapeau». Pour clôturer, cette interview, parce qu'un jour il faut y mettre fin et c'était super intéressant. J'ai 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a des livres ressources ou formations, que tu souhaiterais, partager auprès des auditeurs? Et la deuxième question, c'est aussi comment on peut te suivre? Alors, comment on peut me suivre sur, LinkedIn? Mmh. Voilà, je suis en train de remettre à jour un site internet qui est pas du tout, qu'il faut remettre à jour, donc plutôt sur LinkedIn, voilà, pour me suivre et pour les ouvrages, alors moi je suis la mauvaise élève parce que j'ai des ouvrages très précis en tête et il y en a plein qui sont sortis sur la négociation, que je ne conseille pas quand je les ai pas lus parce que dans la mesure où je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne m'engage jamais sur des ouvrages que j'ai pas lus parce que voilà, je serais bien mal intentionnée de le faire. Est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien? Sans doute, qu'il y a des 2, mais du coup, je suis pas capable de les proposer. Mais il y a une très grosse bibliothèque quand même qui aujourd'hui, qui est faite donc j'ai presque envie de dire que c'est, pas mal de recherches. En tout cas pour la gestion de crise
il y a un ouvrage pour le coup, que j'ai lu, et qui, dont le titre m'échappe, mais qui a été fait notamment il y a le psychologue Christophe Baroche qui a écrit, dans cet ouvrage avec un de nos homologues, canadiens sur, la négo de crise, où c'est un pur ouvrage négo crise, donc ça peut être intéressant. Et puis, il y a Comment gérer des négociations difficiles de Urey et Fischer, qui sont intéressantes pour, voir certains aspects, de la négociation et notamment, la théorie de, tu vois, de monter, au balcon ou prendre de la hauteur, prendre du recul. Parce que se voir en situation, c'est ce qui nous permet aussi de nous extraire pour comprendre. Et il y a tout cet aspect, de l'environnement, qui est abordé et on laisse place, plus à l'intention qu'à la technique, même si le livre évidemment parle de la technique, c'est hyper intéressant de prendre conscience que on fait partie, du processus et en fait, on fait partie de l'équation, notre savoir-être. Donc ça, c'est intéressant et puis, notamment pour les personnalités qui peuvent être un peu compliquées, un ouvrage qui est très bien vulgarisé sur les personnalités dites difficiles, de Christophe André et de François Lelore et c'est intéressant parce que les ouvrages de psy sont pas toujours faciles, hein. Tu as les DSM, qui sont, vraiment la bible, notamment dans les psychopathos que vous pouvez aller voir si vous avez envie de vous infuser, les Vidal, de la psychologie qui sont hyper intéressants, pour comprendre mécaniquement comment ça fonctionne et eux, ils ont, vulgarisé, l'ouvrage. Donc c'est extrêmement bien écrit, c'est très lisible, c'est hyper audible, et puis, ils te décryptent, sous l'angle d'anecdotes ou d'histoires et on se rappelle bien plus souvent des histoires. Ils te racontent, heu les histoires de personnalités difficiles, qui elles sont et pourquoi elles sont comme ça et puis avec toujours un petit encart, si cette personne est votre collègue, votre patron, votre conjoint. Donc ça te remet aussi dans le cadre pro et perso Mmh. et je trouve que cet ouvrage est assez intéressant. Et Christophe André, il revient souvent, dans les citations de Ouais, livres, c'est ouais. ouais, Beh, c'est parce une que d'abord personne top. c'est un praticien Mmh. et qu'il a décrypté, nombreuses en fait, de ces nombreux entretiens. Des situations sur lesquelles on s'est beaucoup appuyé nous, très clairement. Bien Et sûr. après vraiment il y a plein d'ouvrages et j'en parle pas encore une fois parce que je les ai pas lus, mais je pense que sur tous ces ouvrages qui sortent sur la négo, certains sont très bien, il faut aller voir. Et puis il y a les tiens. Donc je vous invite aussi à à lire ceux de Tatiana Bria. On mettra les liens juste en dessous, de l'épisode. Est-ce qu'on a évoqué tous les sujets? Est-ce qu'il y a une dernière phrase que tu voulais, ajouter, sur cet épisode? On a fait le tour du spectre. Ouais, mais merci beaucoup, pour cet entretien très dense. Beh, Donc j'ai merci. pas grand chose à rajouter. Merci à toi pour ta participation, pour avoir expliqué, tout ça, les différentes facettes de ton métier aussi et nous plonger, au cœur de ça et du métier, riche et dense de la négociation et avec tout ce que ça comporte, la partie formation, sensibilisation, l'humilité comme tu l'as dit et le partage, la transmission. Donc c'est aussi le but de ce podcast de pouvoir partager, différentes choses auprès de nos auditeurs. Donc merci à toi, Tatiana Bria. On mettra le lien de ton site, de ton LinkedIn également en dessous, du podcast. Et puis, merci à vous d'avoir, écouté, cet épisode ou regardé cet épisode que vous pouvez retrouver, sur YouTube et également en audio, sur Spotify, Deezer, Apple, Amazon et puis partout où vous nous cherchez, vous nous trouverez. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré.